Quand ma fille m'a dit qu'elle n'attendait qu'une chose, que je sois enfin partie, pour pouvoir rénover ma maison, j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Quelques jours plus tard, j'organisais mes propres obsèques. C'est là que j'ai réalisé que les mères ne font pas qu'élever des enfants. Nous élevons de futurs étrangers qui, un jour, pourraient nous souhaiter mort. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert le vrai visage de quelqu'un quand il pensait que vous ne regardiez pas. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite fera passer vos drames familiaux pour un simple déjeuner dominical. Mon nom est Éléonore Winthrop. Pendant 42 ans, j'ai vécu dans la même maison, rue des Mésanges, une grande et vieille demeure bourgeoise, plus riche en histoire que la plupart des bibliothèques. J'y ai élevé ma fille Madeleine en mère célibataire, après que son père eut décidé que la paternité n'était pas l'aventure pour laquelle il s'était engagé. Il est parti quand elle avait 3 ans, envoyant des chèques qui diminuaient jusqu'à disparaître totalement. Je ne l'ai jamais revu. La lutte fut la mienne, seule. J'occupais 2 emplois, le jour à la préfecture et le soir comme femme de ménage dans un centre de formation. Mes mains étaient gercées par les produits de nettoyage. Mes yeux piquaient à force de remplir des formulaires sous les néons. Mais chaque soir, je me traînais à la maison pour lire une histoire à Madeleine, pour brosser ses cheveux dorés, pour embrasser son front et murmurer « Tout ce que je le fais pour toi ». Ce n'était pas qu'une promesse maternelle vide de sens. C'était le contrat de ma vie, signé dans la sueur et l'épuisement. À mesure que Madeleine grandissait, mes sacrifices aussi. Quand elle a eu besoin d'un appareil dentaire, j'ai mis en gage les perles de ma mère. Quand elle a voulu des cours de danse, j'ai pris des quarts de travail le week-end au supermarché. Quand elle a été acceptée à l'université de la Sorbonne Nouvelle, j'ai réhypothéqué la maison que mes propres parents avaient fini de payer. Cette maison sera tienne un jour, lui avais-je dit pour ses 18 ans. Chaque lame de parquet, chaque poignée de porte, c'est ton avenir. Ta sécurité. Elle avait souri alors, un sourire désinvolte d'adolescente. Maman, ce n'est qu'une maison. Et elle est tellement démodée. Juste une maison. Si seulement elle savait. Chaque paiement avait été une veine de mon cœur. Chaque réparation, des minutes retranchées à ma vie. Mais les mères pardonnent. Nous oublions. Nous nous disons que les enfants ne peuvent pas comprendre le sacrifice tant qu'ils n'ont pas fait le leur. Je l'ai vue obtenir son diplôme universitaire avec mention. J'ai rayonné quand elle a décroché son premier emploi au Crédit Français. J'ai célébré quand elle a épousé Philippe, un homme à l'ambition si affûtée qu'elle aurait pu couper du verre. Mais quelque chose a changé après le mariage. Ses visites sont devenues plus rares. Ses appels plus courts. La chaleur dans sa voix s'est refroidie comme un café oublié trop longtemps. « Je suis occupée, maman » est devenue sa phrase préférée. Le travail est fou. Philippe et moi rénovons notre appartement. Nous essayons d'avoir un enfant. Les années ont passé. Pas de petits-enfants. L'ambition de Philippe n'apportait pas le succès escompté. Ils ont déménagé dans un appartement plus petit. Puis un encore plus petit. Pendant ce temps, mon corps a commencé sa rébellion. D'abord l'arthrite, transformant mes doigts en branches tordues. Puis les palpitations cardiaques qui m'ont envoyé aux urgences 3 fois l'année dernière. Les médecins m'ont donné des médicaments aux noms imprononçables et m'ont mis en garde contre le stress. Vous devriez avoir quelqu'un qui reste avec vous, avait dit le docteur Matthews. À votre âge, vivre seul n'est pas idéal. J'ai appelé Madeleine ce soir-là. Le docteur pense que je ne devrais pas être seule, ai-je dit, ma voix prenant soin d'éviter de paraître dans le besoin. Je me demandais si peut-être toi et Philippe. Emménager avec toi? Son rire a traversé la ligne téléphonique. Maman, nous supportons à peine notre 55 mètres carrés. Nous nous entretuerions dans ton mausolée. La maison a 4 chambres, lui ai-je rappelé. Vous auriez votre propre espace. Et ce ne serait que temporaire, jusqu'à ce que je sois plus forte. Le silence s'est étiré comme du chewing-gum. Écoute, a-t-elle finalement dit, pourquoi ne vendrais-tu pas cet endroit? Prends quelque chose de moderne, de gérable. Utilise l'argent pour engager de l'aide. Vendre la maison? La seule pensée m'a serré la poitrine. Mais c'est votre héritage. Votre avenir. Un autre silence. Puis des mots qui m'ont glacé le sang. Pour être honnête, maman, j'ai hâte de rénover cette vieille tombe quand elle sera enfin à moi. Philippe et moi avons déjà fait faire les plans. Les entrepreneurs disent que nous pourrions tripler sa valeur avec les bonnes mises à jour. Mes doigts se sont engourdis autour du téléphone. Vous avez discuté de cela avec des entrepreneurs? Juste des discussions préliminaires, a-t-elle dit, sont-on soudainement prudents? Pour l'avenir. Un avenir très lointain, a-t-elle ajouté rapidement. Mais j'ai entendu ce qu'elle n'a pas dit.
Un avenir après mon départ. Un avenir qu'ils planifiaient activement. Qu'ils attendaient. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise dans ma cuisine, la même cuisine où j'avais appris à Madeleine à faire des gâteaux, où j'avais pansé ses genoux écorchés, où je l'avais réconfortée lors de son premier chagrin d'amour. Maintenant, elle attendait que je meure pour pouvoir tout démolir. Le lendemain matin, j'ai appelé ma plus vieille amie, Viviane. Elle a dit quoi? La voix de Viviane crépita d'indignation au téléphone. Elle a fait des plans pour rénover après mon départ. Ma voix semblait creuse, même pour moi. Ils ont parlé à des entrepreneurs. Cette petite ingrate. Viviane s'est reprise. Ellie, je t'ai vu te casser le dos pour cette fille toute ta vie. Comprend-elle seulement ce que tu as sacrifié? Apparentemente non. J'ai soupiré, regardant un rouge-gorge se poser sur ma mangeoire devant la fenêtre. Mais comment le pourrait-elle? Je ne lui ai jamais parlé du second emploi, ni de la vente des bijoux de ma mère, ni des nuits où j'ai eu faim. Peut-être est-il temps que tu le fasses. Viviane avait toujours été la plus audacieuse, même au lycée. Peut-être est-il temps qu'elle apprenne exactement ce que cette maison t'a coûté. J'ai secoué la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Elle ne le verrait que comme de la manipulation. Du chantage émotionnel. Alors, que feras-tu? Que faire, en effet? La question m'a hantée pendant des jours. J'ai regardé les photos d'enfance de Madeleine avec de nouveaux yeux. Avais-je manqué les signes? Y avait-il toujours eu cette froideur sous ses sourires? Une semaine plus tard, Madeleine et Philippe sont venus pour leur dîner mensuel. J'avais préparé ses plats préférés, un bon rôti de bœuf aux pommes de terre rissolées, des carottes glacées au miel et une tarte aux pommes. Le même repas que je lui avais fait pour chaque anniversaire depuis ses 10 ans. Ils sont arrivés en retard. La poignée de main de Philippe était molle, ses yeux parcourant déjà la salle à manger comme pour en évaluer la valeur. Le marché est absolument fou en ce moment, a-t-il dit entre deux bouchées. Les maisons dans ce quartier partent pour plusieurs millions d'euros, tu peux le croire. Madeleine l'a poussé du coude, mais ses yeux avaient le même regard calculateur. Maman ne se soucie pas de l'immobilier, Phil. En fait, ai-je dit, posant ma fourchette, j'ai beaucoup pensé à la maison ces derniers temps. Leur attention s'est tournée vers moi comme des chiens de chasse flairant une proie. Oh! La voix de Madeleine a monté d'une octave. Pensant quoi? À l'avenir. J'ai pris une gorgée d'eau. À ce qui lui arrivera quand je serai partie. Philippe s'est penché en avant, n'essayant même pas de cacher son intérêt. C'est intelligent de planifier. Nous savons que c'est difficile d'y penser, mais... C'est tout ce que j'ai à vous laisser, ai-je interrompu. Tout le travail de ma vie est dans ces murs. Madeleine a tendu la main vers la mienne, ses doigts froids contre les miens. Maman, ne parle pas comme ça. Tu seras là pour des années. Mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux disaient, combien d'années? Je l'espère, ai-je dit. Mais à mon âge, avec ma santé. J'ai laissé la phrase en suspens, observant leur réaction. Philippe s'est éclairci la gorge. As-tu envisagé de mettre tes affaires en ordre? Juste pour être sûr? Phil. Madeleine a sifflé, mais il n'y avait aucun vrai reproche dans sa voix. Quoi? A-t-il défendu. C'est pratique. Mes parents l'ont fait quand ils ont eu 60 ans. J'ai hoché la tête lentement. En fait, j'ai rendez-vous avec mon notaire la semaine prochaine. Pour mettre à jour mon testament. Le changement d'atmosphère a été immédiat. Subtil, mais indéniable. Comme des requins flairant le sang dans l'eau. C'est très responsable, a dit Madeleine, sa voix maintenant mielleuse. As-tu besoin que je te conduise? À quand remontait la dernière fois qu'elle m'avait proposé de me conduire quelque part? 5 ans? Sexe? Ce serait charmant, ai-je dit, et j'ai regardé un sourire se répandre sur son visage comme de l'huile. Après leur départ, je me suis assise seule dans mon salon, mes mains tremblantes. La vérité ne pouvait plus être ignorée. Ma fille attendait ma mort. Mon gendre calculait la marge de profit sur mon décès. La maison que j'avais protégée pour elle n'était qu'une transaction en attente. Quelque chose s'est brisé en moi cette nuit-là. Pas mon cœur, qui se brisait lentement depuis des années. Non, ce qui s'est brisé, c'était mon illusion. Le fantasme que le sacrifice équivaut à l'amour en retour. Le mythe que les enfants chérissent ce que les parents saignent pour offrir. J'ai rappelé Viviane, près de minuit. Je veux savoir, ai-je murmuré au téléphone, les larmes coulant sur mon visage. Je veux savoir exactement ce qu'elle fera quand je serai partie. Que dis-tu, Ellie? Je dis. J'ai pris une profonde inspiration. Je veux disparaître.
Juste pour un temps. Je veux voir ce qui se passera quand ma fille pensera que je suis morte. Le silence crépita entre nous. Puis Viviane a parlé, sa voix inhabituellement sombre. Ellie, c'est extrême. Elle est aussi de planifier des rénovations sur la maison de sa mère vivante, ai-je claqué. Puis, plus doucement, j'ai besoin de savoir, Vive. J'ai besoin de voir son vrai visage. Viviane a soupiré. Et comment ferais-tu exactement pour y parvenir? Tu ne peux pas juste faire semblant de mourir. Mais même en disant cela, un plan se formait dans mon esprit. Un plan terrible, mais nécessaire. En fait, ai-je dit, je crois que si. Le lendemain matin, j'ai honoré mon rendez-vous avec Julian Roberts, mon notaire depuis 20 ans. Il avait géré l'abandon de mon mari, les successions de mes parents, et toutes les affaires juridiques depuis. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait Julian. Son bureau sentait le cuir et le papier, des odeurs réconfortantes dans un monde de plus en plus numérique. Julian lui-même semblait plus vieux que dans mes souvenirs, ses cheveux complètement argentés maintenant, les rides autour de ses yeux plus profondes. « Éléonore » m'a-t-il salué chaleureusement. « Ça fait trop longtemps. » Je me suis assise en face de son imposant bureau en chêne, mes mains jointes sur mes genoux pour cacher leur tremblement. « Julian, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'inhabituel. » Ses sourcils broussailleux se sont levés. Après 40 ans de pratique, très peu de choses me semblent inhabituelles, mais je vous en prie, continuez. Je lui ai tout raconté. La Freude de Madeleine. Les plans de rénovation. Mes soupçons sur ses vrais sentiments. Et enfin, mon plan désespéré. Je veux simuler ma mort, ai-je dit, les mots planant dans l'air comme de la fumée. Juste pendant un mois. Je veux voir ce qu'elle fera quand elle me croira partie. Julian a retiré ses lunettes, pinçant l'arête de son nez. Éléonore, je comprends votre douleur. Mais ce que vous suggérez est, eh bien, c'est une fraude. Est-ce le cas? Je ne réclame pas d'argent d'assurance. Je n'essaie pas d'échapper à des dettes. Je veux juste temporairement me retirer. Et faire croire aux gens que vous êtes décédé? Il y a des implications légales. Des certificats de décès. Des procédures de succession. Je me suis penchée en avant. Nous n'avons pas besoin d'aller si loin. Juste une disparition. Une présomption. Assez pour que Madeleine croie que je suis partie. Julian m'a étudié, ses yeux gentils mais préoccupés. Pourquoi vous infligez cela, Éléonore? Si vous soupçonnez déjà les motivations de votre fille, pourquoi vous imposez de les voir confirmées? La question m'a rendue silencieuse un instant. Pourquoi, en effet? Pourquoi ne pas simplement changer mon testament, la déshériter, en finir? Parce que j'ai besoin de savoir si je me trompe, ai-je finalement murmuré. J'ai besoin de savoir s'il reste quelque chose de la fille que j'ai élevée. Et si ce n'est pas le cas, j'ai besoin de le voir de mes propres yeux. Julian a superior profundament. Je ne peux pas vous aider officiellement avec cela, Éléonore. Mais, il a hésité, puis a continué, officieusement, en tant qu'ami, je peux vous conseiller sur la façon de temporairement disparaître de la circulation sans créer de problèmes légaux. Le soulagement m'a envahi. Merci, Julian. Ne me remerciez pas encore. Sa voix est devenue grave. Ce que vous apprendrez pourrait être pire que de ne pas savoir. Au cours des 2 semaines suivantes, Julian et moi avons élaboré mon plan de disparition. Le plan était simple, mais exigeait une exécution soignée. Je ferai un voyage pour rendre visite à ma cousine en Corse, une cousine qui était morte il y a des années, mais que Madeleine n'avait jamais rencontrée. Je l'appellerai de l'aéroport, lui dirai que j'étais arrivée en toute sécurité, puis je me tairai. Mon téléphone serait retrouvé dans une zone de randonnée isolée, suggérant un accident. Pas assez morte pour un certificat de décès, mais suffisamment disparue pour une présomption. Pendant ce temps, je reviendrai secrètement et resterai chez Viviane, dont la maison d'amis était cachée derrière de hauts tais. De là, je pourrais observer les actions de Madeleine par l'intermédiaire de Julian, qui l'informerait de ma disparition et veillerait sur mes affaires. 1 mois, ai-je dit fermement à Julian. Juste 1 mois pour voir la vérité. Puis je serai retrouvée, confuse mais vivante. Le jour est arrivé. J'ai fait une petite valise, choisissant soigneusement des articles que je ne regretterais pas de perdre. J'ai appelé un taxi plutôt que de laisser ma voiture à l'aéroport. J'ai embarqué pour un vol vers Ajaccio, puis j'ai immédiatement réservé un vol retour sous un nom différent, une précaution que Julian avait suggérée, utilisant mon nom de jeune fille sur une pièce d'identité temporaire qu'il avait aidé à organiser. De l'aéroport d'Ajaccio, j'ai appelé Madeleine. « Salut ma chérie, juste pour te dire que je suis bien arrivée. La Corse est magnifique à cette période de l'année.
C'est bien, maman. Sa voix semblait distraite. Écoute, je me rends à une réunion. Je peux t'appeler demain? Bien sûr. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Je t'aime, Madeleine. Une pause. Je t'aime aussi, maman. Profite bien de ton voyage. Ce seraient les derniers mots que ma fille entendrait de moi, pensait-elle. Je suis rentrée par un vol tardif, portant un foulard sur mes cheveux et des lunettes de soleil malgré l'heure. Viviane est venue me chercher dans sa vieille voiture break, son visage tendu par l'inquiétude. Je pense toujours que c'est fou, a-t-elle dit alors que nous roulions dans l'obscurité vers sa maison. Mais je comprends pourquoi tu le fais. Les 3 jours suivants ont été une agonie. Je suis restée cachée dans la maison d'amis de Viviane, sursautant à chaque appel téléphonique, me demandant quand Julien exécuterait la phase suivante de notre plan. Le 4e jour, il a appelé le téléphone fixe de Viviane. C'est fait, a-t-il dit quand elle m'a tendu le combiné. J'ai signalé que votre téléphone avait été retrouvé près du Mont Sainto. La gendarmerie vous a enregistré comme personne disparue. J'ai informé Madeleine. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait s'arrêter complètement. Et comment a-t-elle réagi? Une hésitation. Elle a semblé préoccupée. A posé les questions appropriées. Elle prendra un vol pour Ajaccio demain pour parler à l'équipe de recherche et de sauvetage. Elle fait ça. L'espoir a vacillé dans ma poitrine. Peut-être que je me trompais. Peut-être qu'elle s'en souciait vraiment. Éléonore, la voix de Julien s'est adoucie. N'y lisez pas trop. Elle fait ce qui est attendu. L'espoir affaibli, mais ne s'est pas complètement éteint. 2 jours plus tard, Madeleine est rentrée d'Ajaccio. Julien a rappelé. Elle a rencontré les autorités, a-t-il rapporté. Ils ont suspendu la recherche active faute de preuves. Elle a posé des questions sur les arrangements funéraires. Funérailles. Ma voix a monté. Mais je suis juste portée disparue. Ils n'ont pas trouvé de corps. Elle a fait pression pour une déclaration de décès présumé en raison de vos conditions médicales et des circonstances. Je lui ai conseillé que c'était prématuré, mais elle insiste. Le froid s'est répandu dans mes veines. Et la maison? A-t-elle mentionné la maison? Une autre pause. Elle a demandé la clé de rechange. Pour vérifier les choses, a-t-elle dit. Bien sûr qu'elle l'a fait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Avais-je créé ce monstre moi-même? Mes sacrifices avaient-ils appris à Madeleine que l'amour signifie utiliser les gens jusqu'à ce qu'ils soient vides? Le lendemain matin, Julien est arrivé chez Viviane en personne, le visage sombre. Éléonore, il y a eu un développement. Il s'est assis lourdement sur le canapé fleuri de Viviane. Madeleine a emménagé dans votre maison. Quoi? J'ai failli laisser tomber ma tasse de thé. Mais ça ne fait qu'1 semaine. Elle a dit aux voisins qu'elle s'occupait des choses pendant cette période difficile. Sa bouche s'est tordue. Elle a également été en contact avec un expert immobilier. Viviane a juré à voix basse. Cette petite vautour. Je me sentais étrangement calme. La confirmation de mes pires craintes aurait dû me dévaster, mais au lieu de cela, j'ai senti une clarté froide se répandre en moi. Je veux voir, ai-je dit. Julien et Viviane ont échangé des regards alarmés. Absolument pas, a dit Julien. Si vous êtes vus, je ne serai pas vue. Je me suis levée, ma décision prise. Mais j'ai besoin de témoigner de cela de mes propres yeux. Pas par des rapports. Pas par des récits de seconde main. Viviane a Supplier. Comment comptes-tu faire ça, Ellie? Camper dans les buissons devant ta propre maison? Pas tout à fait. Je me suis tournée vers Julien. Les Durand d'Axe en grave côté. Ils sont en Côte d'Azur pour l'hiver, n'est-ce pas? Julien a hoché la tête lentement. Leur fils jette un coup d'œil à l'endroit chaque semaine, mais sinon c'est vide. Et ils m'ont donné une clé il y a 3 ans, quand j'ai commencé à ramasser leur courrier pendant les hivers. J'ai rencontré son regard fixement. De leur chambre à l'étage, je peux voir directement dans ma cuisine et mon salon. Éléonore. A commencé Julien. Une nuit, ai-je dit fermement. Juste une nuit d'observation. J'ai besoin de la voir dans cette maison. J'ai besoin de voir comment elle se comporte quand elle pense avoir hérité de ma vie. Ils n'ont pas pu me dissuader. Ce soir-là, Viviane m'a conduite au bout de ma rue, après la tombée de la nuit. Je portais un manteau sombre et un chapeau bas, bien que le déguisement fût à peine nécessaire. Personne ne chercherait une femme morte. La clé des Durand a tourné doucement dans la serrure. Leur maison sentait le renfermé, inhabité. Je me suis déplacée prudemment dans l'obscurité jusqu'à la chambre à l'étage qui donnait sur ma propriété.
Et là, elle était, ma maison de 42 ans, étincelante de lumière. Chaque lumière allumée, comme pour annoncer une occupation. Comme pour annoncer une victoire. J'ai installé une chaise près de la fenêtre et j'ai attendu. À 9h30, une voiture est entrée dans mon allée, la BMW élégante de Philippe. Quelques minutes plus tard, je les ai vus par la fenêtre de ma cuisine. Madeleine et Philippe, ouvrant une bouteille de vin. Mon vin. Les bouteilles coûteuses que je gardais pour les occasions spéciales. Ils riaient. Dans ma cuisine, buvant mon vin, ils riaient. J'ai levé une petite paire de jumelles, des jumelles d'observation d'oiseaux empruntées à Viviane. Maintenant, je pouvais voir leur visage clairement. Madeleine avait l'air radieuse. Plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Elle portait une nouvelle robe, ses cheveux fraîchement coiffés. Philippe continuait de gesticuler de manière expansive, comme s'il mesurait l'espace. Mesurant ma cuisine pour la démolition. Puis Madeleine a fouillé dans son sac et en a sorti des papiers. Même à cette distance, j'ai reconnu des documents immobiliers. Ils les ont étalés sur ma table de cuisine. La même table où j'avais aidé Madeleine à faire ses devoirs, où je lui avais appris à écrire des mots de remerciement, où je l'avais consolée lors de ses refus universitaires. Philippe a pointé quelque chose sur les papiers. Madeleine a hoché la tête avec enthousiasme. Puis ils ont trinqué et se sont embrassés, une célébration. Une célébration de ma mort. J'ai baissé les jumelles, mes mains tremblantes. La douleur était physique maintenant, un écrasement dans ma poitrine qui rendait la respiration difficile. J'avais imaginé ce moment pendant des semaines, pensais être préparée. Je ne l'étais pas. D'autres mouvements ont attiré mon regard. Madeleine avait quitté la cuisine. Quelques instants plus tard, les lumières se sont allumées dans ma chambre. Ma chambre. J'ai relevé les jumelles. Elle ouvrait mon placard, sortant mes vêtements. De beaux vêtements. Des robes que j'avais gardées pour la messe, pour les occasions spéciales. Elle les a tenues contre elle, puis les a jetées sur le lit en un tas négligent. Une par une, mes possessions sont devenues des ordures entre les mains de ma fille. La boîte à bijoux que ma mère m'avait donnée. Les albums photos que j'avais soigneusement conservés. Même mon alliance, que j'avais laissée délibérément, tout a été examiné brièvement, puis jeté. J'ai regardé jusqu'à minuit. J'ai regardé comment il fouillait mon bureau, mes papiers personnels. J'ai regardé Philippe passer des appels, parlant avec animation, gesticulant vers mes murs, mes plafonds. J'ai regardé Madeleine essayer mes boucles d'oreilles en diamant, celles que je lui avais dit qu'elle aurait le jour de son mariage, et s'admirer dans mon miroir. Quand j'ai finalement quitté la maison des Durand, je me sentais vide. Evadie. Creusé comme un melon. Alors, a demandé Viviane quand elle est venue me chercher au coin de la rue. Elle vide mes placards, ai-je dit, ma voix monocorde. Elle essaie mes bijoux. Il planifie déjà les rénovations. Viviane a juré à nouveau, plus violemment cette fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Mais même en disant cela, quelque chose se durcissait en moi. Quelque chose de froid et d'inconnu. Quelque chose comme la justice. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de rapports de Julien. Madeleine avait contacté un entrepreneur. Madeleine avait commencé à déménager des meubles de ma maison, en donnant certains, en vendant d'autres. Madeleine avait dit à mes voisins qu'après une « période de respect », elle organiserait une vente de succession. Une période de respect. 2 semaines, apparemment. Elle a déposé des papiers pour être déclarée administratrice de votre succession, m'a dit Julien par-dessus la table de cuisine de Viviane. Normalement, cela prendrait des mois, mais elle fait pression pour une procédure accélérée en invoquant une nécessité financière. Nécessité financière? Ai-je répété. Elle gagne très bien sa vie au Crédit Français. Julien s'est agité inconfortablement. D'après sa déclaration, elle et Philippe sont considérablement endettés. Carte de crédit, principalement points. Et leur appartement est hypothéqué jusqu'au cou. Alors c'était ça. Pas seulement de l'insensibilité. Du désespoir. Ils avaient besoin de ma mort. Ils avaient besoin de ma maison pour se sauver de leurs propres mauvaises décisions. Combien de temps me reste-t-il? Demandai-je. Avant que le tribunal n'accorde sa requête. Quelques semaines, tout au plus. Mais Éléonore, nous avions convenu d'1 mois. Cela fait déjà 3 semaines. Je hochai lentement la tête. 1 semaine de plus, alors. 1 semaine de plus pour voir jusqu'où elle ira. La réponse arriva plus tôt que prévu. Dès le lendemain, Julien appela, sa voix tendue de colère. Elle organise une fête, dit-il. Ce soir. Chez vous. Une fête.
Je serrai plus fort le téléphone. Quel genre de fête? Une soirée d'organisation successorale. Son dégoût était palpable. Elle a invité des amis pour aider à décider quels objets vous appartiennent, lesquels vendre ou jeter. Elle a envoyé des invitations, Éléonore. Des invitations imprimées, avec du champagne et des hors-d'œuvre. Le vide en moi avait disparu, remplacé par quelque chose de brûlant et dangereux. À quelle heure? Eleanor. À quelle heure, Julian? Il soupira. 19 heures. Mais vous ne pouvez pas sérieusement penser à... J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, l'interrompis-je. J'ai besoin que vous soyez là, en tant que mon avocat, pour vérifier la succession. J'ai besoin d'un témoin. Un témoin de quoi? De tout ce qui va se passer ensuite. Je passai l'après-midi à me préparer. Je me coiffai comme toujours, appliquai mon maquillage habituel et discret. Je mis ma plus belle robe, bleu marine à boutons de nacre, celle que je portais à l'église à Pâques. Pas de déguisement cette fois. Pas de cachette. Vivian me conduisit au coin de ma rue, à 18h45. Des voitures bordaient déjà le trottoir, des véhicules de luxe appartenant aux amis de Madeleine et Philippe. La musique s'échappait de mes fenêtres ouvertes. Des rires. Le tintement des verres. Êtes-vous sûr de ça? Demanda Vivian, le visage pâle d'inquiétude. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Je lui serrai la main. Merci pour tout, Vive. Rentrez maintenant. Vous n'avez pas besoin de faire partie de ce qui va se passer. Appelez-moi, insista-t-elle. Dès que ce sera fini. Je hochai la tête, puis sortis de sa voiture et parcourus le dernier pâté de maison jusqu'à ma maison. Ma maison. Chaque pas ressemblait à une reprise de possession. Du trottoir, je pouvais les voir à travers les fenêtres. Madeleine faisait la cour dans mon salon, gesticulant vers mon horloge grand-mère ancienne, mon vaisselier de famille. Des gens, un verre à la main, acquiesçaient, riaient. Une femme passait les doigts sur mon piano. Le piano pour lequel j'avais fait des heures supplémentaires pendant 1 an afin de pouvoir l'acheter, pour que Madeleine puisse prendre des leçons. J'aperçus Julian, debout, rigide près de la cheminée, son visage un masque de neutralité professionnelle. Nos regards se croisèrent à travers la fenêtre. Il fit un signe de tête presque imperceptible. L'heure était venue. Je montai mon propre chemin, puis les marches de ma véranda. La porte n'était pas verrouillée, bien sûr que non. Pourquoi verrouiller la porte de la maison d'une morte pendant une fête? Je tournai la poignée et entrai. Au début, personne ne me remarqua. La musique était forte, la conversation encore plus. Je me tenais dans mon propre rôle, un fantôme revenu, regardant des étrangers fouiller mes possessions. Puis Julian s'éclaircit bruyamment la gorge. Les conversations faiblirent. Les têtes se tournèrent. Madeleine était de l'autre côté de la pièce, brandissant les chandeliers en argent de ma mère devant une femme en robe rouge. Ceux-ci sont du 19e siècle, du côté de ma grand-mère. Philippe pense que nous devrions les vendre, mais je... Ces mots moururent sur ses lèvres en me voyant. Les chandeliers glissèrent de ses doigts, s'écrasant sur le parquet que j'avais poli à la main pendant des décennies. La pièce devint silencieuse. Quelqu'un haleta. Un berre se brisa. Le visage de Madeleine se vida de tout sang, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Elle eut l'air de vouloir défaillir. « Bonjour, Madeleine », dis-je, ma voix portant dans le silence soudain. « Belle fête. Je suis désolée d'être en retard. » Philippe laissa tomber sa coupe de champagne. Elle se brisa sur mon marbre italien, celui que j'avais mis 6 mois à payer en plusieurs fois. Les visages se tournèrent vers moi avec horreur. Certaines personnes que je reconnaissais comme des amis d'université de Madeleine, d'autres de parfaits étrangers invités à picorer ma vie comme des vautours autour d'une carcasse. « Maman. » La voix de Madeleine sortit comme un couinement. Sa main vola à sa gorge, ses doigts tremblants contre sa clavicule. « Mais tu étais... morte ?» finis-je pour elle, faisant un pas de plus dans mon salon. « Quelle déception pour toi !» Le silence était magnifique. 20 personnes figées comme dans un tableau vivant, tenant mes possessions, buvant mon vin, mangeant des canapés sur les plateaux de service en argent de ma grand-mère. Julian se posta à mes côtés, le visage grave mais satisfait. « Peut-être, dit-il d'une voix forte, que les invités voudraient bien s'excuser pendant que mère et fille s'accordent un moment seul. » Personne ne bougea au début. Ils étaient trop choqués, trop avides du drame qui se déroulait devant eux. Puis une femme en robe de cocktail noir, quelqu'un que je n'avais jamais vu, posa mon vase en cristal et attrapa son sac à main. « Je devrais y aller, » marmonna-t-elle, le regard détourné tandis qu'elle se faufilait devant moi. Comme une digue qui cède, les autres suivirent.
Des excuses marmonnées, des regards gênés, le cliquetis pressé de talons coûteux traversant mon hall. En quelques minutes, seules 4 personnes restaient. Moi, Julien, Madeleine et Philippe, qui avaient l'air de vouloir vomir sur mon tapis persan ancien. « C'est impossible », murmura Madeleine, le visage cendré. « On nous a dit, ils ont trouvé votre téléphone, les équipes de recherche. On cherchait pendant 3 jours, finis-je, avançant dans la pièce. Je ramassai l'un des chandeliers de ma mère là où il était tombé. Dieu merci, il n'était pas cabossé. Pas très minutieusement, semble-t-il. » Philippe retrouva enfin sa voix. « Où étiez-vous ? Tout le monde vous croyait morte. » « Vraiment ?» Je me tournai vers lui, ma voix glaciale. « Ou espériez-vous simplement que je le sois ?» Julien s'éclaircit la gorge. « J'attendrai dehors, Éléonore. Appelez si vous avez besoin de moi. » Il lança à Madeleine et Philippe un regard qui aurait pu geler l'enfer, puis sortit sur la véranda, refermant la porte derrière lui. Seul avec ma fille et mon gendre, je fis un l'entour de mon salon. Des verres vides partout, des miettes sur mes meubles, des étiquettes de prix, de véritables étiquettes de prix, attachées à plusieurs pièces. « Vous avez été bien occupé, » dis-je, arrachant une étiquette à ma lampe de lecture. 350 €, c'est généreux. Je l'ai payé 12 € dans un vide-grenier. Maman. Madeleine s'approcha de moi, son choc cédant la place à autre chose. Le calcul. Je pouvais voir son esprit travailler, réévaluer, recalibrer. Nous pensions que vous étiez parti. Nous pensions que je vous avais enfin donné ce que vous attendiez. Je la regardai droit dans les yeux. Ma mort, ma maison, mes affaires. Ce n'est pas juste. Sa voix monta, indignée maintenant. Nous étions en deuil. Je ramassai une bouteille de champagne ouverte sur ma table basse, du Dom Pérignon, pas le genre que j'achèterais jamais, et examina la marque. Oui, je vois à quel point vous avez été dévasté. Planifier des rénovations, vendre mes vêtements, estimer mes meubles, organiser une fête, toutes des étapes classiques du deuil. Philippe, toujours le pragmatique, tenta une approche différente. Éléonore, il y a clairement eu un malentendu. Nous étions juste en train de ranger les choses, de prendre des dispositions. C'est ce que vous auriez voulu. Vraiment ? Je reposai la bouteille plus fort que nécessaire. Bizarre. Je ne me souviens pas avoir jamais dit que je voulais que ma fille emménage dans ma maison une semaine après ma disparition. Je ne me souviens pas avoir mentionné que je souhaitais une fête au champagne où des étrangers pourraient décider quelle de mes possessions jeter. Le visage de Madeleine se durcit. Le choc avait disparu, remplacé par le masque froid que j'avais aperçu de plus en plus ces dernières années. Qu'est-ce que c'était, maman ? Une sorte de test ? Vous avez fait semblant d'être morte pourquoi ? Nous prendre en flagrant délit de manque de respect ? Pas un test. Je m'affalai dans mon fauteuil préféré, soudainement épuisé. Une leçon. Pour moi. C'est insensé, marmonna Philippe, passant les mains dans ses cheveux. Avez-vous une idée de ce que vous nous avez fait traverser ? Les rapports de police ? Les équipes de recherche ? Madeleine est allée dans le sud de la France. Pourquoi 6 heures. Je levai un sourcil. Juste assez longtemps pour dire aux autorités de ne pas gaspiller de ressources à chercher une vieille femme confuse qui s'était probablement égarée. Madeleine Tresselet. En plein dans le mille. Vous n'aviez pas le droit, siffla-t-elle, la couleur lui remontant aux joues. Pas le droit de nous faire vivre ce cauchemar. Savez-vous ce que les gens vont dire ? Quelle image cela nous donne ? Bien sûr. Pas comment je me sentais, pas ce que j'avais traversé. Mais quelle image cela leur astérisque donnait ? Sortez de ma maison, dis-je doucement. Philippe cligna des yeux. Quoi ? Sors. T. De. Ma. Mais. Son. Chaque mot précis, tranchant comme une lame. Faites vos bagages et partez. Maintenant. La bouche de Madeleine tomba. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Il est presque minuit. Alors vous feriez mieux de vous dépêcher. Je n'élevai pas la voix. Je n'en avais pas besoin. Tout ce qui vous appartient et qui ne sera pas parti dans 30 minutes finira à la poubelle. Maman, soyez raisonnable. Nous devons en parler. Non, nous n'avons pas à en parler. Je me levai, trouvant de la force dans ma fureur. Vous avez dit tout ce que j'avais besoin d'entendre par vos actions. Planifier des rénovations alors que je respirais encore. Emménager avant même que mon corps ne soit retrouvé. Vendre mes souvenirs en buvant du champagne. Philippe, toujours plus rapide que ma fille à lire la situation, lui attrapa le bras. Allons-y,
m'a dit. Nous reviendrons demain quand tout le monde sera plus calme. Non, vous ne reviendrez pas, dis-je. Vous n'entrerez plus jamais dans cette maison sans mon invitation explicite. Et croyez-moi, cette invitation ne viendra pas de sitôt. Madeleine retira son bras de Philippe, son visage se tordant. C'est ridicule. Nous sommes votre famille. Vraiment ? Demandai-je doucement. Parce que la famille ne prie pas pour la mort des uns et des autres. La famille ne célèbre pas un héritage avant que le corps ne soit froid. La famille se souvient que tout dans cette maison, chaque lampe, chaque plat, chaque planche de parquet, représente des années de ma vie sacrifiée pour vous. Quelque chose changea alors dans ses yeux. Pas du remords, pas de la compréhension. Juste un calcul froid et dur. Très bien, dit-elle, la voix sèche. Nous partons. Mais cette conversation n'est pas terminée. Si, elle l'est. Je me dirigeai vers la porte et la tins ouverte. Julien vous aidera à récupérer vos affaires. Ils partirent dans un tourbillon de marmonnements furieux et de portes claquées. Julien les supervisa pendant qu'ils rangeaient leurs sacs de voyage et l'ordinateur portable de Philippe. 27 minutes plus tard, leur BMW rugissait sur mon allée, projetant du gravier dans son sillage. Je me tins dans mon salon vide, entouré des détritus de leur fête de deuil. Verres vides, étiquettes de prix éparpillées, assiettes de nourriture à moitié mangées. L'horloge grand-mère que mon père m'avait donnée faisait tic-tac dans le coin, au même rythme régulier qu'elle avait gardé pendant 50 ans. Julien posa une main douce sur mon épaule. « Vous allez bien, Éléonore ?»« Non, » répondis-je honnêtement. « Mais ça ira. » Cette nuit-là, je dormis dans mon propre lit pour la première fois en près d'un mois. Les draps sentaient différemment. Madeleine avait dû les changer pour sa marque préférée. Même ce petit détail ressemblait à une invasion, une réécriture présomptueuse de mon existence. Je me levai à l'aube, le corps endolori, mais l'esprit clair. La maison me semblait différente maintenant, violée, mais aussi en attente d'être reprise. Je passai la matinée à nettoyer, à récurer toute trace de la fête, chaque empreinte de doigts d'étranger sur mes possessions. À midi, la sonnette retentit. Julien, ponctuel. J'ai apporté les documents, dit-il, posant sa mallette sur ma table de salle à manger. Êtes-vous certaine de cela ? Je hochai fermement la tête. Absolument certaine. Il étala plusieurs documents, désignant les lignes de signature avec son stylo plume. Ceci révoque votre testament précédent et établit le nouvel arrangement. Et ceci, il fit glisser un autre papier, est la procuration, me donnant un contrôle temporaire si vous deveniez incapable. Pas Madeleine, confirmai-je, signant là où c'était indiqué. Pas Madeleine, acquiesça-t-il. Et enfin, ceci établit la fiducie. La maison et 50% de vos biens y seront versés à votre décès. Madeleine recevra une allocation mensuelle, mais elle ne possédera jamais la maison. Elle ne pourra jamais la vendre ni la rénover. Je signai celui-là avec une satisfaction particulière. Et les 50% restants. Julien sourit légèrement. Comme convenu. 25% au foyer pour femmes battues, 25% au fonds de bourse d'études pour les jeunes du quartier. Quand nous eûmes terminé, il rassembla soigneusement les papiers. Je les déposerai immédiatement. Madeleine ne le saura que si vous choisissez de le lui dire. Je ne le ferai pas, dis-je. Pas encore. Qu'elle s'interroge. Qu'elle s'inquiète. Il hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. Elle m'a appelé 3 fois ce matin. Elle a exigé de savoir si j'étais de mèche avec votre macabre mascarade, comme elle a dit. Et que lui avez-vous dit ? Qu'en tant que votre avocat, toutes nos communications sont privilégiées. Sa bouche tressaillit. Cette réponse ne lui a pas plu. Après le départ de Julien, je me fis une tasse de thé et m'assis sur ma véranda arrière, observant les mésanges virevolter autour de ma mangeoire. L'air printanier était pur, rafraîchissant. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libérée, non pas par le bonheur, exactement, mais par la clarté. La douloureuse vérité était meilleure que le confortable mensonge. Mon téléphone sonna à 14 heures. Madeleine. Je laissai sonner pour la messagerie vocale. Il sonna de nouveau à 14h15. Puis à 14h30. Ensuite, les messages textes commencèrent à arriver. Astérisque maman, il faut qu'on parle. Astérisque. Astérisque ce n'est pas juste. Tu dois entendre notre version. Astérisque. Astérisque répond au téléphone. C'est puéril. Astérisque. J'éteignis la sonnerie et retournai à mon jardinage. À 16h, une voiture s'engagea dans mon allée. Pas la BMW de Philippe, mais une berline rouge que je ne reconnaissais pas.
Par la fenêtre de ma cuisine, je regardais Madeleine émerger du côté passager. Une femme que je ne connaissais pas sortie du siège conducteur, grande, habillée de manière professionnelle, avec les mouvements vifs de quelqu'un habitué à diriger. Ma sonnette retentit. J'attendis, observant par le Judas Madeleine s'agiter impatiemment sur mon paillasson. L'étrangère se tenait à côté d'elle, serrant un porte-documents en cuir. Finalement, j'ouvris la porte. « Maman », commença Madeleine, sa voix artificiellement enjouée. « Je suis si contente que tu sois à la maison. J'étais inquiète quand tu n'as pas répondu au téléphone. » Je jardinais, dis-je platement. « Que voulez-vous, Madeleine ?» Son sourire se crispa. « Je voulais te présenter quelqu'un. Voici Rebecca Winters. C'est une amie et aussi une assistante sociale pour personnes âgées. » La femme s'avança, la main tendue. « Madame Éléonore, ravie de vous rencontrer. Madeleine m'a tant parlé de vous. » Je ne pris pas sa main. « Vraiment ? C'est intéressant, car elle me parle à peine la plupart du temps. » Le sourire professionnel de Rebecca ne fléchit pas. « Pouvons-nous entrer ? Je pense qu'il serait bénéfique pour nous d'avoir une conversation. » À propos de quoi, exactement ? Madeleine intervint rapidement. « À propos des services de soutien, maman. Pour s'assurer que tu vas bien en vivant seule, surtout après ce qui s'est passé dans le sud de la France. » L'audace me coupa presque le souffle. « Ce qui s'est passé dans le sud de la France, dis-je lentement, c'est que j'ai décidé de voir ce que ma fille ferait si elle me croyait morte. Et ce qu'elle a fait, c'est organiser une fête chez moi et commencer à vendre mes possessions. Alors non, vous ne pouvez pas entrer. » Le sourire de Rebecca fléchit enfin. Elle jeta un coup d'œil à Madeleine, visiblement pas préparée à cette version des événements. « Madame Éléonore, essaya-t-elle de nouveau, disparaître ainsi, faire croire à votre famille que vous étiez décédée, c'est un comportement préoccupant. Cela suggère qu'il pourrait y avoir des troubles cognitifs qui... Arrêtez-vous là. » Ma voix était d'acier. Je suis parfaitement saine d'esprit, comme mon avocat se fera un plaisir d'en attester. En fait, nous venons juste de mettre à jour mon testament et ma planification successorale ce matin. Le visage de Madeleine devint pâle. « Vous avez changé votre testament ? Sans en discuter avec moi ? Pourquoi en discuterais-je avec vous ? Vous n'êtes pas mon avocat. » Iesuris cement. D'ailleurs, vous avez été très clair sur vos attentes. J'ai hâte de rénover cette vieille tombe quand elle sera enfin à moi. N'est-ce pas ce que vous avez dit ? Rebecca avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Peut-être devrais-je revenir une autre fois. Ne vous donnez pas la peine, lui dis-je. Et Madeleine, si vous êtes préoccupée par mon état cognitif, n'hésitez pas à faire une requête auprès du tribunal. J'accueille favorablement l'évaluation. En fait, j'en ai déjà programmé une avec le docteur Levinson pour la semaine prochaine, juste pour m'assurer qu'il y ait une évaluation indépendante au dossier. Les yeux de Madeleine se plissèrent. Vous aviez tout planifié. Non, ma chère. Je répondais à vos plans. Je commençais à fermer la porte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des rosiers à tailler. Rebecca posa sa main sur la porte. Madame Éléonore, vous isoler n'est pas sain. Les conflits familiaux peuvent être résolus avec une communication et un soutien approprié. Je regardais sa main jusqu'à ce qu'elle la retire. Madame Winters, j'apprécie que vous essayiez de faire votre travail. Mais vous avez été mal informée de la situation. Il ne s'agit pas d'une personne âgée confuse qui s'est égarée. Il s'agit d'une mère qui a découvert que sa fille est un vautour qui plane au-dessus d'elle, la mesurant pour un cercueil. Maman, Halita Madeleine. Si vous voulez aider, continuai-je, ignorant l'éclat de ma fille, peut-être devriez-vous évaluer pourquoi une fille planifierait des rénovations sur la maison de sa mère vivante. Ou pourquoi elle emménagerait une semaine après la disparition de sa mère. Ou pourquoi elle vendrait des héritages de famille en buvant du champagne. Rebecca regarda Madeleine, des questions dans les yeux. « Elle exagère », dit Madeleine rapidement. Nous étions sous le choc. Nous avons pris des décisions hâtives sous le coup du chagrin. Chagrin. Je répétais le mot comme s'il était étranger. Dites-moi, avez-vous porté mes boucles d'oreilles en diamant à mes funérailles, ou les gardiez-vous pour une occasion spéciale ? Madeleine rugit écarlate. Rebecca recula d'un pas, réalisant clairement qu'elle était tombée sur quelque chose de bien plus complexe qu'on ne lui avait dit. « Je pense que je devrais y aller », murmura-t-elle, se retirant vers sa voiture. « Rebecca, attendez », appela Madeleine, mais l'assistante sociale s'était déjà glissée au siège conducteur. Laissée seule sur ma véranda, ma fille se tourna vers moi, son visage une tempête d'émotions, embarras, colère, calcul. « Pourquoi faites-vous ça ?
demanda-t-elle. Pourquoi essayez-vous de m'humilier? Je ne fais rien, Madeleine. Je ne fais simplement plus semblant. Je la regardais fixement. J'ai passé des décennies à excuser ta froideur, ta distance, ton mépris à peine voilé. Je me suis dit que c'était juste ta génération, ou ta carrière trépidante, ou l'influence de Philippe. Mais maintenant je vois la vérité. Tu attendais que je meure. Ce n'est pas vrai. Mais sa protestation manquait de conviction. C'est vrai. Et maintenant, tout le monde saura que c'est vrai. Je fis un geste vers la rue, où des voisins faisaient semblant de ne pas observer notre confrontation. Tes invités de la fête. Ton amie assistante sociale. Bientôt, toute la ville. La peur traversa son visage. Tu n'oserais pas. Je n'aurais pas à le faire. Les nouvelles voyages, Madeleine. Surtout les nouvelles scandaleuses sur une fille célébrant la mort de sa mère, un peu trop enthousiaste. Elle s'approcha, la voix tombant à un murmure rude. C'est ça, alors? Du chantage? Tu vas ruiner ma réputation à moins que je ne fasse quoi? Que je ne m'en dise le pardon? Que je ne joue la fille dévouée? Ce n'est pas du chantage, dis-je doucement. Ce sont des conséquences. Pour la première fois de ta vie d'adulte, tu fais face aux conséquences de tes actions. Son masque glissa alors, révélant l'étrangère froide qui se cachait en dessous. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Ce que Philippe et moi avons enduré. Pendant que tu étais confortable dans ce mausolée, nous nous noyions dans les dettes, dans l'échec, dans la déception. Et c'est ma faute. Je levai un sourcil. J'ai payé tes études. J'ai soutenu tes choix de carrière. J'ai accueilli ton mari. Que aurais-je dû sacrifier de plus? Ta maison, s'exclama-t-elle, la vérité émergeant enfin. Cette immense et précieuse maison, qui reste vide pendant que nous pouvons à peine nous offrir notre appartement d'une pièce. Sais-tu ce que vaut cette propriété maintenant? Plus d'1 million d'euros. Nous aurions pu la vendre, partager l'argent. Tu aurais pu avoir un bel appartement en résidence senior. Nous aurions pu rembourser nos dettes, repartir de zéro. Mais non, tu t'accroches à cet endroit comme si c'était ton identité. J'absorbais ces mots comme des coups physiques. C'est mon identité. Le travail de ma vie. La maison que j'ai faite pour toi. Une maison que je n'ai jamais demandée. Un fardeau d'obligation que je n'ai jamais voulu. Sa voix monta, indifférente à qui pouvait entendre. Chaque Noël, chaque anniversaire, tu me rappelles tes sacrifices. À quel point tu as travaillé dur. À quel point tu as renoncé. As-tu jamais demandé si c'est ce que je voulais? Si je voulais être le dépôt de tous tes rêves inassouvis? Yeretsulai. Piue. C'est ainsi que tu le vois? Mon amour comme un fardeau? Ton amour vient avec des conditions. Avec des attentes que je ne pourrai jamais satisfaire. Elle pleurait maintenant, des larmes de colère brouillant son maquillage. Et maintenant tu me punis de ne pas être assez reconnaissante. De ne pas adorer l'autel de ton martyr. Un instant, juste un instant, le doute s'insinua. L'avais-je étouffé sous les attentes? Mes sacrifices étaient-ils devenus des chaînes autour de son cou? Puis je me souvins d'elle, essayant mes bijoux alors que j'étais présumée morte. Je me souvenais de son rire alors qu'elle prévoyait de démanteler ma maison. Non. Il ne s'agissait pas de mes attentes. Il s'agissait de son avidité, de son sentiment de tout lui être dû. Rentre chez toi, Madeleine, dis-je, soudain épuisé. Nous n'avons plus rien à nous dire aujourd'hui. Ce n'est pas fini, menaça-t-elle, essuyant des larmes. Tu m'as ridiculisé une fois. Ça n'arrivera plus. Alors qu'elle se dirigeait d'un pas lourd vers la voiture de son amie, je l'interpellai, Madeleine. Elle se retourna. J'ai changé les serrures. Ne te donne pas la peine d'utiliser ta clé. Ce soir-là, Vivian vint me voir avec une bouteille de vin et une oreille attentive. Je lui racontai tout, la confrontation, l'assistante sociale, les accusations de Madeleine. Elle me blâme, dis-je, le regard perdu dans mon verre de vin. Dit que mon amour était conditionnel, mes sacrifices un fardeau. Vivian renifla. Une réécriture bien commode de l'histoire. Cette fille n'a jamais manqué de rien parce que tu as travaillé d'arrache-pied. C'est peut-être ça le problème. Peut-être que j'ai trop donné. N'importe quoi. Vivian remplit mon verre. Beaucoup d'enfants ont des parents qui se sacrifient sans se transformer en vautours. Il ne s'agit pas de ce que tu as fait, Ellie. Il s'agit de qui elle est. Je n'étais pas entièrement convaincue, mais le vin et l'amitié aidèrent à adoucir les aspérités encore vives de la journée. « Que feras-tu maintenant » demanda Vivian alors qu'elle s'apprêtait à partir. « Vivre ma vie, dis-je simplement. Sans illusion. » Pendant la semaine qui suivit,
C'est exactement ce que je fis. Je m'occupais de mon jardin, assistais à mon groupe paroissial, déjeunais avec de vieilles amies. Je changeais mon numéro de téléphone pour mettre fin aux appels et messages constants de Madeleine. Je maintenus mes rendez-vous avec le docteur Levinson, qui me déclara parfaitement saine d'esprit et le documenta pour mon dossier. La vie semblait presque normale à nouveau, blessée, mais en voie de guérison. Puis Julien appela. « Éléanore », sa voix était grave. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Madeleine a déposé une requête auprès du tribunal. » Ma main se serra sur le téléphone. « Quel genre de requête ? » ?»« Pour une tutelle. Elle prétend que tu es mentalement incapable et un danger pour toi-même. Elle demande une tutelle provisoire d'urgence sur ta personne et tes biens. » La pièce sembla basculer. Elle essaie de me faire déclarer incapable ? Basé sur quoi ? Principalement l'incident de Honfleur. Elle le présente comme une crise psychotique ou un épisode de démence. Elle a des déclarations de 2 de ses amies affirmant qu'elles ont remarqué un déclin cognitif chez toi au cours de la dernière année. C'est absurde. J'ai eu une évaluation cognitive complète du docteur Levinson la semaine dernière. Je sais, et nous la présenterons. Mais Éléanore. Il hésita. Elle a enrôlé l'oncle de Philippe comme témoin expert. Le docteur Harrison Townsend. Mon sang se glaça. Le docteur Townsend était un gérontopsychiatre réputé à l'hôpital de la Miséricorde. Son témoignage aurait un poids considérable. Il ne m'a même jamais rencontré, protestai-je. Apparemment, il est prêt à témoigner en se basant sur les rapports de l'assistante sociale et des amis de Madeleine. C'est contraire à l'éthique, mais il est de la famille, terminai-je. Il le fait par complaisance. Oui. Julien semblait fatigué. L'audience est prévue pour vendredi prochain. Nous avons une semaine pour préparer notre défense. Après avoir raccroché, je restais immobile dans ma cuisine, l'ampleur de la menace s'infiltrant en moi. Il ne s'agissait plus seulement d'héritage. Il s'agissait de ma liberté, de mon autonomie, de ma dignité. Madeleine ne voulait plus seulement ma maison, elle voulait le contrôle de ma vie. Le lendemain, Julien arriva avec plus de documents, plus de stratégie. Nous épluchions les précédents juridiques, préparions des déclarations, rassemblions des témoins qui pouvaient attester de mon acuité mentale. Quelles sont nos chances ? Lui demandai-je sans ambages. Julien retira ses lunettes, se pinçant l'arête du nez. Normalement, je dirais excellente. Tu es clairement compétente, et l'évaluation de ton médecin le confirme. Mais avec le docteur Townsend impliqué. Il secoua la tête. Le juge Harmon a tendance à s'en remettre aux experts médicaux, surtout à ceux qui ont la réputation de Townsend. Alors je pourrais perdre. Les mots semblaient impossibles. Je pourrais perdre ma maison, mon indépendance, tout. C'est une possibilité à laquelle nous devons nous préparer. Les yeux de Julien étaient bienveillants mais réalistes. Si cela arrive, nous ferons appel immédiatement, mais en attendant, Madeleine contrôlerait ma vie. La pensée était insupportable. Elle pourrait me placer en maison de retraite. Vendre ma maison. Décider comment je dépense mon argent, où je vais, ce que je fais. Oui. Pas d'enjolivement. C'est pourquoi j'appréciais Julien. Alors nous avons besoin de plus, dis-je, un plan désespéré se formant. Plus que le simple témoignage de mon médecin et des témoins de moralité. À quoi penses-tu ? Des preuves. Je plongeai mon regard dans le sien. Des preuves de ce qu'elle a fait pendant mon absence. Des preuves de ses véritables intentions. Julien fronça les sourcils. Quel genre de preuves ? La fête. Les plans de rénovation. Ces essais de mes bijoux. Il doit y avoir quelque chose, des messages, des emails, des publications sur les réseaux sociaux. Les gens parlent, Julien. Ils documentent. Surtout quand ils pensent s'en tirer sans encombre. La compréhension apparut dans ses yeux. Tu veux que j'enquête sur ta fille. Je veux que tu sauves ma liberté. Ma voix ne trembla pas. Quoi qu'il en coûte. Il hocha lentement la tête. Je connais un détective privé. Discret, minutieux. S'il y a quelque chose à trouver, il le trouvera. Pendant les 5 jours suivants, je vécus dans les limbes. L'enquêteur de Julien travaillait sans relâche, fouillant les réseaux sociaux, interrogeant les invités de la fête, suivant les pistes. Je dormais à peine, sautant au moindre coup de fil, au moindre coup à la porte. Le 6e jour, Julien arriva chez moi, l'air de n'avoir pas dormi non plus, mais il y avait une lueur dans ses yeux. « Nous avons trouvé quelque chose,
dit-il sans préambule, posant son ordinateur portable sur ma table de salle à manger. Plusieurs choses, en fait. Il ouvrit l'ordinateur et le tourna vers moi. Sur l'écran se trouvait un compte Instagram privé. Pas celui public de Madeleine, mais un compte secondaire qu'elle utilisait avec des amis proches. Sa colocataire de l'université nous a donné accès, expliqua Julien. Elle était à la fête, se sentait mal à l'aise avec toute cette histoire, surtout après que tu sois réapparue vivante. Quand notre enquêteur l'a approchée, elle était désireuse d'aider. Je fis défiler les publications, chacune un coup de couteau dans mon cœur. Des photos de Madeleine dans ma chambre, posant avec mes bijoux. Astérisque, j'essaie mon héritage, astérisque disait la légende. Une photo de Philippe mesurant les murs de mon salon. Astérisque, planification de la rénovation, adieu le papier peint déprimant. Astérisque, un selfie de buvant du champagne dans ma cuisine. Astérisque, soirée de planification successorale ce soir. Vive le 9, à Balancien. Astérisque. Mais le pire était une publication d'il y a 3 mois, bien avant ma disparition. Une photo de l'extérieur de ma maison avec la légende. Astérisque, nous comptons les jours avant que ce ne soit à nous. La santé de maman n'est pas au top. Quel bon côté. Astérisque. Quel bon côté. Ma santé déclinante était un bon côté. Il y a plus, dit Julien doucement, sortant un dossier. Des emails entre Madeleine et un agent immobilier datant d'il y a 4 mois, discutant des prix de mise en vente potentiels pour ta maison. Des messages avec Philippe concernant le fait de te convaincre de déménager dans une maison de retraite médicalisée. Et ça. Il me tendit un document imprimé. C'était une demande de prêt, datée d'il y a 6 mois. Madeleine et Philippe avaient tenté d'obtenir un prêt relais sur leur futur héritage de ma maison. Ils avaient été refusés en raison de la nature spéculative de la garantie. Ils sont noyés sous les dettes, expliqua Julien. Carte de crédit, prêt personnel, une deuxième hypothèque sur leur appartement. Ils avaient besoin de ta maison, Éléanore. Pas dans un avenir vague, ils en avaient besoin maintenant. Je posai les papiers, les mains tremblantes. Est-ce que ce sera suffisant pour l'audience? Le sourire de Julien était sombre mais satisfait. Plus que suffisant. Le juge Harmon respecte peut-être le docteur Townsend, mais il exècre l'exploitation des personnes âgées. Quand il verra cela, verra que leur requête de tutelle est arrivée juste après que tu aies changé ton testament, il rejettera leur affaire. Un soulagement m'envahit, suivi rapidement d'une tristesse plus profonde. Ces papiers confirmaient ce que je savais déjà, mais le voir exposé si explicitement. La nature calculée de leur plan, la froideur avec laquelle ils discutaient de mon déclin, l'empressement avec lequel ils anticipaient ma mort, étaient dévastateurs dans sa finalité. Ma fille ne m'avait pas seulement déçue. Elle avait activement souhaité ma disparition. Que se passe-t-il après l'audience ? Demandai-je doucement. Quand le juge rejette leur requête. Julien ferma son ordinateur portable. C'est à toi de voir, Éléanore. Nous pourrions déposer une ordonnance de protection. Nous pourrions engager des poursuites pour tentative de fraude. Ou nous pourrions utiliser cela comme moyen de pression, terminai-je, pour nous assurer que Madeleine ne tente plus jamais rien de tel. Il hocha la tête. Précisément. Le matin de l'audience se leva clair et lumineux. Je m'habillai soigneusement d'un tailleur bleu marine conservateur, de boucles d'oreilles en perles, de talons bas. Le portrait d'une femme âgée compétente et posée. Julien vint me chercher à 9h. « Prête ?» demanda-t-il alors que je m'installais sur le siège passager de sa Mercedes. Aussi prête que possible. Je serrai ma pochette, qui contenait des copies de toutes nos preuves. Ont-ils vu quoi que ce soit de tout cela? Non. Le sourire de Julien était tendu. Je crois en l'élément de surprise. Le palais de justice était animé, des gens affluaient et sortaient de ses portes imposantes comme des fourmis. Nous trouvâmes notre salle d'audience assignée et attendîmes sur un banc en bois à l'extérieur. À 9h45, je les aperçus, Madeleine et Philippe, accompagnés d'un homme âgé à l'allure distinguée qui ne pouvait être que le docteur Townsend. Ils étaient suivis par Rebecca Winters et 2 femmes que je reconnus de la fête. Madeleine me vit et se figea. Je soutins son regard calmement, ne révélant rien. Elle détourna le regard la première, chuchotant quelque chose à Philippe, qui fronça les sourcils dans ma direction. À 10h précises, le greffier appela notre affaire. Nous entrâmes dans la salle d'audience, prenant place à des tables opposées. Le juge Harmon, un homme au visage sévère avec d'épais cheveux blancs, étudia les documents devant lui. Il s'agit d'une requête de tutelle provisoire d'urgence, déclara-t-il, regardant par-dessus ses lunettes de lecture.
La requérante allègue que la défendresse souffre d'un déclin cognitif et représente un danger pour elle-même. Est-ce exact, maître ? L'avocate de Madeleine, une femme à l'allure vive vêtue d'un tailleur coûteux, se leva. Oui, votre honneur. Nous avons des preuves que Madame Winthrop a récemment vécu un épisode grave où elle a disparu pendant près d'1 mois, laissant sa famille croire qu'elle était décédée. Ce comportement irréfléchi démontre une altération du jugement et de la capacité à prendre des décisions. Le juge Harmon se tourna vers Julian. Et la position de la défendresse. Julian se leva, l'image même de l'autorité calme. Votre honneur, nous nions catégoriquement ces allégations. Madame Winthrop est parfaitement saine d'esprit, comme le confirme une évaluation cognitive complète réalisée par le Dr James Levinson la semaine dernière. De plus, il marqua une pause, nous avons des preuves irréfutables que cette requête a été déposée de mauvaise foi, en guise de mesure de rétorsion après que Madame Winthrop a changé son testament. Madeleine se tortillait inconfortablement sur sa chaise. Philippe fixait la table. Le juge hocha la tête. Nous écouterons d'abord les preuves de la requérante, puis celles de la défendresse. Ce qui suivit fut une campagne de dénigrement déguisée en sollicitude. L'avocate de Madeleine la présenta comme une fille aimante, inquiète du comportement erratique de sa mère. Le docteur Townsend témoigna qu'en se basant sur les rapports qu'il avait examinés, je montrais des signes classiques de démence débutante avec des traits paranoïaques. Rebecca Winters décrivit mon comportement hostile et confus lors de sa visite. Les amis de Madeleine racontèrent des cas où j'aurais prétendument montré de la confusion ou des réponses émotionnelles inappropriées. Pendant tout ce temps, je restais assise tranquillement, les mains croisées sur mes genoux, l'expression neutre. Qu'il parle. Qu'il mente. La vérité attendait son heure. Finalement, ce fut notre tour. Julian commença par l'évaluation cognitive approfondie du docteur Levinson, réalisée quelques jours auparavant, montrant que j'étais dans le 90e percentile pour ma tranche d'âge dans toutes les mesures de fonction cognitive. Puis il me fit appeler à la barre des témoins. Alors que je prêtais serment, je vis l'incertitude fuser à travers le visage de Madeleine pour la première fois. Elle ne s'était pas attendue à ce que je témoigne. Julian me guida à travers un récit minutieux des événements. Ma découverte des plans de rénovation de Madeleine, ma décision de disparaître temporairement, ce dont j'avais été témoin à mon retour. « Et pourquoi avez-vous jugé nécessaire de prendre une mesure aussi drastique, Madame Winthrop » demanda Julian. Je regardai directement Madeleine en répondant. Parce que j'avais besoin de connaître la vérité. J'avais besoin de voir ce que ma fille ferait quand elle penserait que je n'étais plus en vie pour en être témoin. Et qu'a-t-elle fait ? Elle s'est installée dans ma maison en 1 semaine. Elle a commencé à vendre mes possessions. Elle a invité des amis à l'aider à décider quelles de mes affaires garder, lesquelles vendre, lesquelles jeter. Elle a essayé mes bijoux et a publié des photos en ligne. Elle a célébré. L'avocate de Madeleine se leva. Objection. Ce sont des allégations non fondées. Julian sourit légèrement. Non fondées, votre honneur. Nous avons des preuves. Il commença à présenter les publications Instagram, les emails, les messages, la demande de prêt. Avec chaque nouvelle preuve, l'atmosphère dans la salle d'audience changeait. L'expression du juge Harmon s'assombrit. Le docteur Townsend paraissait de plus en plus mal à l'aise. L'avocate de Madeleine chuchota frénétiquement avec ses clients. Quand Julian eut terminé, la salle d'audience était silencieuse. Le juge Harmon examina le dernier document, puis le posa avec une attention délibérée. « J'en ai assez vu, dit-il, la voix froide. Requite regite. Un soulagement m'envahit. Le visage de Madeleine se vida de toutes couleurs. Mais le juge n'avait pas terminé. De plus, je suis profondément perturbé par ce qui semble être une tentative d'abuser du processus de tutelle à des fins financières. Cette cour voit d'un très mauvais œil un tel comportement. Il se tourna vers Madeleine, retirant ses lunettes. « Mademoiselle, je ne sais pas quel genre de personne complote pour profiter du déclin mental de sa mère, réel ou imaginé, mais ce n'est pas quelqu'un à qui l'on devrait accorder l'autorité sur les affaires de cette mère. Au contraire, ces procédures ont démontré que votre mère est d'un esprit et d'un caractère plus sains que les vôtres. » Madeleine rougit écarlate. Philippe fixait le sol. Affaire classée. Le juge Harmon frappa son marteau. « Madame Winthrop, vous êtes libre de partir. » À l'extérieur de la salle d'audience, Julian me serra l'épaule. « Félicitations, Éléanore. C'est terminé. » Mais ce n'était pas terminé. Pas vraiment. Alors que nous marchions vers la sortie, j'entendis Madeleine m'appeler. Je me retournai pour la voir se précipiter derrière nous. Seul, Philippe n'était nulle part en vue. « Maman, dit-elle, sa voix basse et intense.
Ce n'est pas ce que tu penses. Ah bon? Je continuai de marcher. Elle attrapa mon bras, me forçant à m'arrêter. Tu m'as humilié. Détruit ma réputation. Fait passer pour un monstre devant un juge. Tu as fait ça toute seule, Madeleine. Ses doigts se serrèrent sur mon bras. Tu crois avoir gagné? Ce n'était que le premier round. Je regardai sa main jusqu'à ce qu'elle me relâche. Il n'y aura pas de deuxième round. Oh, il y en aura un. Sa voix tomba à un murmure, les yeux brillants de quelque chose de dangereux. Tu crois que ces publications Instagram étaient mauvaises? Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Tu m'as tout pris, mon héritage, ma dignité, ma réputation dans la communauté. Les gens chuchotent déjà, jugent déjà. Encore une fois, dis-je calmement, tes actions, pas les miennes. Ça n'a pas d'importance, siffla-t-elle. Ce qui compte, c'est que tu paieras pour ça. D'une manière ou d'une autre. Julian s'interposa entre nous. Cela ressemble étrangement à une menace, Madame Townsend. Peut-être aimeriez-vous reformuler, pendant que je suis ici en tant que témoin? La mâchoire de Madeleine se serra. Juste une promesse, Maître Roberts. Juste une promesse. Elle me regarda par-delà Julian. Dormez bien, maman. Je sais que je le ferai. Alors qu'elle s'éloignait, Julian se tourna vers moi, l'inquiétude gravée sur son visage. Éléanore, peut-être devrions-nous envisager cette ordonnance de protection après tout. Je regardai le dos de ma fille s'éloigner, un frisson s'installant dans mes os. Non, dis-je doucement. Non, je ne crois pas que ce soit terminé. Et je veux voir ce qu'elle fera ensuite. Parce que dans ses yeux, j'avais vu quelque chose que je reconnaissais, la même détermination froide qui m'avait fait travailler en double équipe pendant des décennies, la même concentration impitoyable qui m'avait aidé à protéger mon enfant de la pauvreté et du besoin. Mais chez Madeleine, cette détermination n'était pas dirigée vers la survie ou la protection. Elle visait la destruction. Ma destruction. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que le pire était encore à venir. Les 3 semaines suivantes furent trompeusement calmes. Trop calmes. J'attendais la riposte de Madeleine, sursautant au moindre bruit inattendu, jetant un œil à travers les rideaux aux voitures inconnues, filtrant chaque appel. Mais rien ne se produisit. Pas de mets désagréables. Pas de notification légale. Pas d'appel téléphonique nocturne. Rien. Peut-être qu'elle a abandonné, suggéra Vivian autour d'un café dans ma cuisine. Peut-être que le juge lui a fait prendre conscience de la gravité de ses actes. Je secouai la tête, remuant une autre cuillerée de sucre dans ma tasse. Tu n'as pas vu ses yeux, Vive. Ce n'est pas terminé. Elle prépare quelque chose. Alors laisse-la planifier, dit Vivian, pragmatique comme toujours. Tu as changé ton testament. Tu as l'ordonnance de protection prête à être déposée si nécessaire. Elle ne peut plus t'atteindre légalement maintenant. Ce ne sont pas les voies légales qui m'inquiètent. Je regardais par la fenêtre mon jardin de roses, les premières fleurs d'été commençant tout juste à s'ouvrir. Ce sont les autres. Mais à mesure que les jours se transformèrent en semaines sans aucun signe de Madeleine, je commençais à me détendre légèrement. Peut-être que Vivian avait raison. Peut-être que l'humiliation publique de l'audience avait suffi à faire reculer ma fille et à la faire reconsidérer. Je me replongeais dans mes routines. Club de jardinage le mardi, bridge avec les amis le jeudi, église le dimanche. J'avais même commencé à faire du bénévolat au programme d'alphabétisation de la bibliothèque, aidant des adultes à apprendre à lire. La vie recommença à sembler presque normale, quoique plus solitaire. Le vide laissé par l'absence de ma fille me faisait constamment mal, mais j'apprenais à vivre avec. Puis vint la lettre. Elle arriva un mardi matin, sans adresse d'expéditeur, juste mon nom et mon adresse écrits d'une main inconnue. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec un message tapé à la machine. Astérisque Éléanore, astérisque. Astérisque, vous ne me connaissez pas, mais je connais votre fille et votre gendre. Je travaillais, au cabinet financier Harrington avec Madeleine. J'ai entendu quelque chose hier qui m'a suffisamment dérangé pour écrire cette lettre. Astérisque. Astérisque Madeleine et Philippe étaient dans la salle de pause avec Kevin Harrington, le fils du propriétaire. Ils ne savaient pas que j'étais dans la salle de photocopie juste à côté. Ils discutaient de vous et de votre maison. Philippe a dit quelque chose à propos de récupérer ce qui est à nous d'une manière ou d'une autre. Madeleine a ri et a dit « Le feu a une façon de résoudre les problèmes. » Astérisque. Astérisque, Kevin leur a dit qu'ils étaient fous. Madeleine a dit « Des accidents arrivent tout le temps aux personnes âgées vivant seules. » Astérisque. Astérisque, je ne sais pas s'ils étaient sérieux ou s'ils se défoulaient simplement, mais cela m'a suffisamment effrayé pour vous écrire.
Soyez prudente. Astérisque. Astérisque, une collègue préoccupée astérisque. Mes mains tremblèrent en lisant la lettre une deuxième fois, puis une troisième. Feu. Accidents. Les mots se gravèrent dans mon esprit. J'appelai Julien immédiatement. Cela pourrait n'être rien, dit-il après que je lui eus lu la lettre au téléphone. Exprimer de la frustration, un humour noir. Ou cela pourrait être quelqu'un essayant de semer la discorde entre vous et Madeleine. Ou cela pourrait être exactement ce à quoi cela ressemble, rétorquai-je. Une menace. Julien resta silencieux un instant. Je vais rappeler mon ami enquêteur. Demandez-lui de les surveiller, de voir ce qu'il peut découvrir. En attendant, avez-vous des détecteurs de fumée dans la maison? Bien sûr. Vérifiez les piles. Et peut-être faites venir quelqu'un pour rester avec vous quelques jours. J'appelai Vivian, qui arriva dans l'heure, sac de voyage à la main et détermination sur le visage. Qu'ils essaient quelque chose, déclara-t-elle, posant son sac dans ma chambre d'amis. À nous deux, nous les prendrons la main dans le sac. Mais les jours passèrent sans incident. L'enquêteur de Julien rapporta que Madeleine et Philippe se comportaient normalement, allant au travail, rentrant chez eux, dînant occasionnellement à l'extérieur. Rien de suspect. La lettre pourrait-elle être un canular? Suggéra Vivian lors de sa 4e nuit dans ma chambre d'amis. Peut-être, concédai-je. Mais qui en bénéficierait? La réponse vint le jour même. J'étais dans le jardin, taillant mes hortensias, lorsqu'une berline noire s'engagea dans mon allée. Un homme d'une 50aine d'années en sortit, grand, distingué, portant un costume coûteux malgré la chaleur estivale. Madame Winthrop, appela-t-il depuis le bord du jardin. Mon nom est Kevin Harrington. Je crois que nous devons parler. Mes sécateurs faillirent glisser de ma prise. Kevin Harrington, l'homme mentionné dans la lettre anonyme. Le fils du patron de Madeleine. Monsieur Harrington, acquiesçai-je, posant mes outils de jardinage. C'est inattendu. Je vous prie de bien vouloir excuser ma visite inopinée. Sa voix était cultivée, confiante point. Mais après ce qui s'est passé hier, j'ai estimé que vous deviez l'entendre directement de ma part. Je l'ai conduit sur la terrasse, où Vivian avait préparé une carafe de thé glacé. Après l'avoir présentée, j'ai versé 3 verres et me suis installé dans un fauteuil en face de notre visiteur. Que s'est-il passé exactement hier, monsieur Harrington? Ai-je demandé. Il a siroté son thé, rassemblant ses pensées. Votre fille Madeleine travaille pour notre cabinet depuis 8 ans. Généralement, elle a été une excellente employée. Ambitieuse, soucieuse du détail, prête à faire des heures supplémentaires. J'ai hoché la tête. Cela correspondait bien à Madeleine. Mais récemment, ses performances ont souffert. Délai non respectés. Errors negligence. Conflit avec des collègues. Il a posé son verre avec précaution. Hier, j'ai dû la renvoyer. Un choc m'a traversé. Vous avez renvoyé ma fille. Nous n'avions pas le choix. Son travail était devenu dangereusement insuffisant, et lorsqu'elle a été confrontée, elle est devenue belliqueuse. Il a hésité. Elle vous a blâmé, Madame Winthrop. Elle a dit que ses erreurs étaient dues au stress provoqué par les actions vindicatives de sa mère. Puis elle a fait des déclarations préoccupantes. Quelle sorte de déclaration? A demandé Vivian sèchement. Kevin a semblé mal à l'aise. Elle a dit que vous essayiez de lui gâcher la vie. Que vous aviez simulé votre mort pour l'humilier, puis changé votre testament par pure méchanceté. Qu'elle vous le ferait payer, d'une manière ou d'une autre. A-t-elle mentionné le feu? Ai-je demandé doucement. Ou des accidents? Ses sourcils se sont levés. Non. Rien d'aussi précis. Mes sons ont été suffisamment inquiétants pour que j'estime que vous deviez être prévenu. J'ai échangé un regard avec Vivian. Si Madeleine n'avait pas mentionné le feu, alors qui avait écrit la lettre anonyme? Il y a autre chose, a poursuivi Kevin. Après son licenciement, Madeleine a été escortée pour vider son bureau. La sécurité a signalé qu'elle avait pris des dossiers clients, des documents confidentiels qu'elle n'avait pas le droit de retirer. Nous envisageons des poursuites judiciaires. Mon cœur s'est serré. Licensee. Potentiellement confrontée à des problèmes judiciaires. La vie de Madeleine s'effondrait, et dans son esprit, c'était entièrement de ma faute. Merci d'être venu, ai-je dit alors que Kevin se préparait à partir. J'apprécie l'avertissement. Il s'est arrêté à la porte. Madame Winthrop, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et votre fille. Mais d'après ce que j'ai vu hier, je vous conseille la prudence. Madeleine n'est pas dans un état d'esprit rationnel.
Après son départ, Vivian et moi sommes restés assises dans un silence sidéré. Qui a écrit cette lettre ? A finalement demandé Vivian. Si Harrington ne les a jamais entendus parler de feu ou d'accident. Quelqu'un qui voulait me faire peur, ai-je dit lentement. Quelqu'un qui était au courant du conflit avec Madeleine. Mais qui aurait intérêt à vous effrayer ? Si ce n'est pas Madeleine, alors qui ? La réponse m'est apparue dans un éclair glaçant. Philippe, ai-je chuchoté. Philippe aurait intérêt à ce que je sois si effrayée par Madeleine que je la coupe complètement. Les yeux de Vivian se sont écarquillés. Vous pensez qu'il essaie de créer un fossé entre vous ? Mais pourquoi ? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais j'ai l'intention de le découvrir. J'ai rappelé Julian, lui faisant part de mes soupçons et de la visite de Kevin. Théorie intéressante, a-t-il dit. Laissez-moi voir ce que mon enquêteur peut découvrir sur les mouvements récents de Philippe. 2 jours plus tard, Julian est arrivé chez moi, un épais dossier sous le bras et une expression sombre sur le visage. Vous aviez raison d'être méfiante, a-t-il dit, étalant des photographies sur ma table à manger. Mais pas de la manière que vous pensiez. Les photos montraient Philippe, mon gendre, avec une jeune femme blonde, dînant dans un restaurant intime, se promenant main dans la main dans un parc, entrant ensemble dans un hôtel. Il a une liaison, a expliqué Julian inutilement. Cela dure depuis au moins 6 mois, selon mon enquêteur. Son nom est Vanessa Palmer. Elle est agent immobilier. Madeleine est-elle au courant ? Ai-je demandé, fixant les images de la trahison de mon gendre. Nous ne le pensons pas. Mais il y a plus. Julian a sorti des documents financiers. Philippe a transféré de l'argent de leur compte joint vers un compte privé à son seul nom. Près de 30 000 € jusqu'à présent. Et il a pris des renseignements auprès d'avocats spécialisés dans le divorce. Les pièces ont commencé à s'assembler. Il prévoit de la quitter, ai-je dit. Et il voulait s'assurer que je ne l'aiderais pas le moment venu. Julian a hoché la tête. La lettre anonyme venait presque certainement de lui. Il voulait empoisonner toute chance de réconciliation entre vous et Madeleine. Mais pourquoi maintenant ? A demandé Vivian. Pourquoi ne pas attendre qu'ils aient votre maison, Eleanor ? Parce que l'affaire judiciaire a détruit cette possibilité, a expliqué Julian. Une fois qu'il a réalisé que l'héritage ne viendrait pas, il a décidé de limiter la casse et de s'enfuir. Je me suis assise, digérant cette nouvelle trahison, pas contre moi cette fois, mais contre ma fille. Malgré tout, une étincelle de protection maternelle s'est allumée en moi. Elle doit savoir, ai-je dit finalement. Quoi que Madeleine ait fait, elle mérite de savoir que son mari l'a trahie. Julian assemble sceptique. Eleanor, étant donné son hostilité actuelle envers vous, pensez-vous vraiment qu'elle croira quoi que ce soit que vous lui direz ? Surtout quelque chose d'aussi dévastateur ? Probablement pas, ai-je concédé. Mais G2 e sair. Malgré les conseils de Julian, je me suis rendue à l'appartement de Madeleine le lendemain matin. C'était un petit logement dans un vaste complexe de l'autre côté de la ville, loin du luxe auquel elle et Philippe avaient jadis aspiré. Le gazon avait besoin d'être tondu. Les rideaux étaient tirés malgré l'heure tardive de la matinée. J'ai frappé, attendu, frappé à nouveau. Finalement, la porte s'est entr'ouverte. Le visage de Madeleine est apparu, bouffi par le sommeil ou les pleurs, ses cheveux sales. « Que voulez-vous » a-t-elle exigé, sans ouvrir davantage la porte. « Puis-je entrer ? J'ai besoin de vous parler. » Non. Sa voix était monocorde. « Dites ce que vous avez à dire et partez. » J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Ce n'est pas une conversation pour un pas de porte, Madeleine. C'est important. Plus important que le travail que j'ai perdu à cause de vous ? Plus important que la réputation que vous avez détruite ? Ses yeux se sont rétrécis. Rien de ce que vous avez à dire ne m'importe plus. Vous êtes morte pour moi, mère. Exactement comme j'aurais souhaité que vous soyez morte pour de vrai. Ces mots me transpercèrent, mais j'ai persisté. C'est à propos de Philippe. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Incertitude, peur ? Quoi à son sujet ? Il est... Ai-je commencé, mais les mots se sont éteints alors que la porte s'est soudainement ouverte en grand. Philippe se tenait derrière Madeleine, la main sur son épaule, souriant agréablement. Madame Winthrop. Quelle surprise inattendue. J'ai hésité, déconcerté par son calme. Où était l'homme complotant sa fuite ? Où était le mari infidèle volant de l'argent et planifiant un divorce ? Je suis venu prendre des nouvelles de Madeleine, ai-je improvisé. J'ai entendu parler de son travail. Très prévenant, a dit Philippe d'une voix douce.
Mais comme vous pouvez le voir, nous nous en sortons. Madeleine prend un repos bien mérité tout en réfléchissant à ses options. Madeleine a regardé son mari avec un mélange de gratitude et de désespoir. Philippe a été incroyable, a-t-elle dit, une pointe de défi dans la voix. Contrairement à certaines personnes, lui, il me soutient vraiment. J'ai scruté le visage de Philippe à la recherche de signes de tromperie, de la culpabilité qui aurait dû y être. Je n'ai vu que calme confiance. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Éléanore » a-t-il demandé, son ton toujours agréable mais ses yeux froids. « Sûrement pas juste pour prendre des nouvelles de la fille que vous avez publiquement humiliée et légalement attaquée. » Yeah. J'ai hésité. Devrais-je le démasquer ici et maintenant ? Me croirait-elle seulement sans les photos, les preuves de Julian ? Je voulais voir si je pouvais faire quelque chose pour aider. Madeleine a laissé échapper un rire amer. « Maintenant vous voulez aider ? Après avoir tout détruit ? » « Pas tout, ai-je dit, en regardant Philippe avec intention. Certaines choses se détruisent d'elles-mêmes de l'intérieur. Un éclair d'alarme a traversé le visage de Philippe, rapidement masqué. « Eh bien, ce fut charmant, a-t-il dit, refermant déjà la porte. Mais Madeleine a besoin de repos. Bonne journée, Éléanore. » La porte s'est refermée sur mon nez. Je suis restée là un instant, incertaine de ce qui venait de se passer. Le Philippe que j'avais vu n'était pas un homme sur le point d'abandonner sa femme. Il semblait aussi uni à Madeleine que jamais. L'enquêteur de Julian s'était-il trompé ? Les photos étaient-elles d'une manière ou d'une autre trompeuse ? J'ai roulé directement vers le bureau de Julian, y entrant sans rendez-vous. Quelque chose ne va pas, ai-je dit, arpentant son tapis persan. Philippe était là, complètement calme, solidaire, uni à Madeleine contre moi. Ça n'a aucun sens s'il a l'intention de la quitter. Julian a mis de côté le dossier qu'il examinait. Peut-être est-il un meilleur acteur que nous ne le pensions. Personne n'est aussi bon, ai-je insisté. Il y a quelque chose que nous manquons. Julian a soupiré, puis a attrapé son téléphone. Laissez-moi appeler mon enquêteur. Voir s'il y a eu de nouveaux développements. L'appel fut bref mais éclairant. Quand Julian a raccroché, son expression était troublée. Philippe a rencontré Vanessa Palmer hier, a-t-il rapporté. Mais pas pour les raisons que nous pensions. Ils ne s'embrassaient pas, ne s'enlaçaient pas. Ils examinaient des listes de propriétés, plus précisément, des annonces de biens immobiliers similaires aux vôtres. Quoi ? Je me suis effondrée sur une chaise. Je ne comprends pas. Moi non plus, entièrement, a admis Julian. Mais je pense que nous avons mal interprété ce que nous voyons. L'aventure peut être réelle ou non. Mais Philippe ne prévoit pas de quitter Madeleine. Ils travaillent toujours ensemble. La question est, vers quoi travaille-t-il ? La réponse est venue 3 jours plus tard, avec une lettre du service des impôts fonciers. Mes impôts fonciers avaient été réévalués, doublant presque en raison de hausses significatives de la valeur des propriétés dans la région. 6 juin se trouvait un tableau comparatif de quartiers montrant des ventes récentes, toutes nettement supérieures aux années précédentes. Les ventes qui avaient fait grimper la valeur estimée de ma maison, et donc mes impôts fonciers, avaient toutes été gérés par une seule agente immobilière, Vanessa Palmer. J'ai rappelé Julian. Ils essaient de me forcer à partir de ma maison à cause des impôts, ai-je dit, ma voix tremblante de colère. Philippe n'a pas une liaison avec cette femme, Palmer. Il conspire pour faire grimper les valeurs immobilières autour de moi, pour rendre mes impôts inabordables. Julian est resté silencieux un instant. C'est diaboliquement astucieux, et difficile à prouver comme délibéré. Ça empire, ai-je poursuivi. J'ai examiné ces soi-disant ventes comparables. 3 d'entre elles sont étrangement similaires, toutes des transactions au comptant, toutes nettement au-dessus du prix demandé, toutes à des entités corporatives avec des variations du même nom, Skyline Holdings SARL, Skyline Investment SARL, Skyline Property SARL. Des sociétés écrans, a déduit Julian. Ils orchestrent de fausses ventes pour gonfler artificiellement les valeurs. Peuvent-ils faire ça ? Est-ce légal ? Pas exactement légal, non, mais complexe à enquêter et à prouver. Cela nécessiterait une enquête majeure pour fraude. J'ai serré le téléphone plus fort. Alors, mettons-en une en route. Je veux qu'il soit arrêté, Julian. Je vais passer quelques coups de fil, a-t-il promis. Mais Éléanore, s'ils sont prêts à aller si loin. Je sais, ai-je dit d'un ton sombre. Ils sont désespérés. Et les gens désespérés sont dangereux. Le lendemain matin a apporté un nouveau choc. Alors que je prenais mon journal sur le perron, j'ai remarqué un panneau « Vendu » planté dans mon jardin avant.
Mon cœur a failli s'arrêter jusqu'à ce que je lise les petits caractères. Vanessa Palmer, agent inscripteur. Je n'avais pas vendu ma maison. Je ne l'avais même pas mise en vente. Mais il y avait un panneau annonçant au monde qu'elle avait été vendue. Je l'ai arraché du sol et l'examinais lorsque Madame Henderson, ma voisine, m'a interpellé par-dessus la clôture. Eleanor. Je ne savais pas que vous vendiez. Où allez-vous déménager? Je ne vends pas, Carole, ai-je répondu. Ce panneau est une erreur. Ou une mauvaise blague. Elle a semblé confuse. Mais j'ai reçu une notification. De l'association de quartier. Il était dit que vous aviez vendu à une société de promotion immobilière qui prévoit de construire des maisons de ville modernes. Quoi? J'ai failli laisser tomber le panneau. Je n'ai reçu aucune notification de ce genre. C'était dans l'email d'hier, a-t-elle insisté. Laissez-moi vous le transférer. 15 minutes plus tard, je fixais mon écran d'ordinateur, incrédule. L'email de l'association de quartier annonçait que la résidente de longue date Eleanor Winthrop a décidé de vendre sa demeure de caractère historique à Skyline Development, qui prévoit de remplacer la vieille maison bourgeoise par 6 maisons de ville de luxe. L'email continuait en rassurant les voisins que, si certaines perturbations de construction étaient inévitables, la hausse significative de la valeur des propriétés bénéficierait à tous les résidents. J'ai imprimé l'email et me suis rendu directement au bureau de l'association de quartier, où une secrétaire affolée a confirmé qu'ils avaient reçu la notification de vente d'une source officielle, mais n'a pas pu préciser qui exactement. C'est une fraude, lui ai-je dit fermement. Je n'ai pas vendu ma maison. Je n'ai aucune intention de vendre ma maison. Vous devez envoyer une correction immédiate. Elle a promis de le faire, mais les dégâts se propageaient déjà. Dans l'après-midi, mon téléphone sonnait constamment. Des voisins préoccupés par le bruit des travaux, des agents immobiliers proposant de m'aider à trouver un nouveau logement, même un journaliste local voulant une déclaration sur le plan de développement controversé. J'ai appelé Julian, qui est arrivé avec une mise en demeure pour l'association de quartier et a engagé des poursuites judiciaires contre Vanessa Palmer et son agence. Mais annuler la rumeur s'avérait presque impossible. Les gens croyaient ce qu'ils avaient lu, ce qu'ils avaient discuté avec les voisins, ce qui semblait expliquer le panneau « vendu » qu'ils avaient vu. Ce soir-là, épuisé d'avoir éteint des incendies toute la journée, je prenais un bain chaud lorsque la sonnette a retenti. Jurant à voix basse, je me suis enveloppée dans un peignoir et suis descendue, m'attendant à un autre voisin ou journaliste. Au lieu de cela, j'ai trouvé un jeune couple sur mon perron, la femme visiblement enceinte, l'homme portant un mètre. « Madame Winthrop ?» a demandé l'homme joyeusement. « Nous sommes les Miller. Nous achetons l'une des maisons de ville qui seront construites ici. Ils nous ont dit que nous pouvions venir prendre quelques mesures, nous faire une idée de la propriété ?» J'ai agrippé l'encadrement de la porte pour me stabiliser. « Qui vous a dit cela ?»« Notre agent immobilier » a dit la femme, posant une main sur son ventre arrondi. « Vanessa Palmer ?» Elle a dit que l'actuel propriétaire savait que nous venions. « Je suis l'actuel propriétaire », ai-je dit, ma voix tremblante de fureur maintenant. « Je n'ai pas vendu ma maison. Il n'y aura pas de maison de ville construite ici. On vous a menti. » Leurs visages se sont effondrés dans des expressions jumelles de confusion et de déception. Mais nous avons signé un contrat. Quand ma fille m'a dit qu'elle n'attendait qu'une chose, que je sois enfin partie, pour pouvoir rénover ma maison, j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Quelques jours plus tard, j'organisais mes propres obsèques. C'est là que j'ai réalisé que les mères ne font pas qu'élever des enfants. Nous élevons de futurs étrangers qui, un jour, pourraient nous souhaiter mort. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert le vrai visage de quelqu'un quand il pensait que vous ne regardiez pas. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite fera passer vos drames familiaux pour un simple déjeuner dominical. Mon nom est Eleanor Winthrop. Pendant 42 ans, j'ai vécu dans la même maison, rue des Mésanges, une grande et vieille demeure bourgeoise, plus riche en histoire que la plupart des bibliothèques. J'y ai élevé ma fille Madeleine en mère célibataire après que son père eut décidé que la paternité n'était pas l'aventure pour laquelle il s'était engagé. Il est parti quand elle avait 3 ans, envoyant des chèques qui diminuaient jusqu'à disparaître totalement. Je ne l'ai jamais revu. La lutte fut la mienne, seule. J'occupais 2 emplois, le jour à la préfecture et le soir comme femme de ménage dans un centre de formation. Mes mains étaient gercées par les produits de nettoyage. Mes yeux piquaient à force de remplir des formulaires sous les néons. Mais chaque soir, je me traînais à la maison pour lire une histoire à Madeleine, pour brosser ses cheveux dorés, pour embrasser son front et murmurer « Tout ce que je le fais pour toi ». Ce n'était pas qu'une promesse maternelle vide de sens. C'était le contrat de ma vie, signé dans la sueur et l'épuisement. À mesure que Madeleine grandissait, mes sacrifices aussi. Quand elle a eu besoin d'un appareil dentaire,
j'ai mis en gage les perles de ma mère. Quand elle a voulu des cours de danse, j'ai pris des quarts de travail le week-end au supermarché. Quand elle a été acceptée à l'université de la Sorbonne Nouvelle, j'ai réhypothéqué la maison que mes propres parents avaient fini de payer. Cette maison sera tienne un jour, lui avais-je dit pour ses 18 ans. Chaque lame de parquet, chaque poignée de porte, c'est ton avenir. Ta sécurité. Elle avait souri alors, un sourire désinvolte d'adolescente. Maman, ce n'est qu'une maison. Et elle est tellement démodée. Juste une maison. Si seulement elle savait. Chaque paiement avait été une veine de mon cœur. Chaque réparation, des minutes retranchées à ma vie. Mais les mères pardonnent. Nous oublions. Nous nous disons que les enfants ne peuvent pas comprendre le sacrifice tant qu'ils n'ont pas fait le leur. Je l'ai vue obtenir son diplôme universitaire avec mention. J'ai rayonné quand elle a décroché son premier emploi au Crédit Français. J'ai célébré quand elle a épousé Philippe, un homme à l'ambition si affûtée qu'elle aurait pu couper du verre. Mais quelque chose a changé après le mariage. Ses visites sont devenues plus rares. Ses appels plus courts. La chaleur dans sa voix s'est refroidie comme un café oublié trop longtemps. « Je suis occupée, maman » est devenue sa phrase préférée. Le travail est fou. Philippe et moi rénovons notre appartement. Nous essayons d'avoir un enfant. Les années ont passé. Pas de petits-enfants. L'ambition de Philippe n'apportait pas le succès escompté. Ils ont déménagé dans un appartement plus petit. Puis un encore plus petit. Pendant ce temps, mon corps a commencé sa rébellion. D'abord l'arthrite, transformant mes doigts en branches tordues. Puis les palpitations cardiaques qui m'ont envoyé aux urgences 3 fois l'année dernière. Les médecins m'ont donné des médicaments aux noms imprononçables et m'ont mis en garde contre le stress. « Vous devriez avoir quelqu'un qui reste avec vous », avait dit le docteur Matthews. « À votre âge, vivre seul n'est pas idéal. » J'ai appelé Madeleine ce soir-là. Le docteur pense que je ne devrais pas être seule, ai-je dit, ma voix prenant soin d'éviter de paraître dans le besoin. Je me demandais si peut-être toi et Philippe. Emménager avec toi? Son rire a traversé la ligne téléphonique. Maman, nous supportons à peine notre 55 mètres carrés. Nous nous entretuerions dans ton mausolée. La maison a 4 chambres, lui ai-je rappelé. Vous auriez votre propre espace. Et ce ne serait que temporaire, jusqu'à ce que je sois plus forte. Le silence s'est étiré comme du chewing-gum. Écoute, a-t-elle finalement dit, pourquoi ne vendrais-tu pas cet endroit? Prends quelque chose de moderne, de gérable. Utilise l'argent pour engager de l'aide. Vendre la maison? La seule pensée m'a serré la poitrine. Mais c'est votre héritage. Votre avenir. Un autre silence. Puis des mots qui m'ont glacé le sang. Pour être honnête, maman, j'ai hâte de rénover cette vieille tombe quand elle sera enfin à moi. Philippe et moi avons déjà fait faire les plans. Les entrepreneurs disent que nous pourrions tripler sa valeur avec les bonnes mises à jour. Mes doigts se sont engourdis autour du téléphone. Vous avez discuté de cela avec des entrepreneurs? Juste des discussions préliminaires, a-t-elle dit, sont-on soudainement prudents? Pour l'avenir. Un avenir très lointain, a-t-elle ajouté rapidement. Mais j'ai entendu ce qu'elle n'a pas dit. Un avenir après mon départ. Un avenir qu'ils planifiaient activement. Qu'ils attendaient. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise dans ma cuisine, la même cuisine où j'avais appris à Madeleine à faire des gâteaux, où j'avais pansé ses genoux écorchés, où je l'avais réconfortée lors de son premier chagrin d'amour. Maintenant, elle attendait que je meure pour pouvoir tout démolir. Le lendemain matin, j'ai appelé ma plus vieille amie, Viviane. Elle a dit quoi? La voix de Viviane crépita d'indignation au téléphone. Elle a fait des plans pour rénover après mon départ. Ma voix semblait creuse, même pour moi. Ils ont parlé à des entrepreneurs. Cette petite ingrate. Viviane s'est reprise. Ellie, je t'ai vu te casser le dos pour cette fille toute ta vie. Comprend-elle seulement ce que tu as sacrifié? Apparentemente non. J'ai soupiré, regardant un rouge-gorge se poser sur ma mangeoire devant la fenêtre. Mais comment le pourrait-elle? Je ne lui ai jamais parlé du second emploi, ni de la vente des bijoux de ma mère, ni des nuits où j'ai eu faim. Peut-être est-il temps que tu le fasses. Viviane avait toujours été la plus audacieuse, même au lycée. Peut-être est-il temps qu'elle apprenne exactement ce que cette maison t'a coûté. J'ai secoué la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Elle ne le verrait que comme de la manipulation. Du chantage émotionnel. Alors, que feras-tu? Que faire, en effet? La question m'a hantée pendant des jours. J'ai regardé les photos d'enfance de Madeleine avec de nouveaux yeux. Avais-je manqué les signes?
Y avait-il toujours eu cette froideur sous ses sourires? Une semaine plus tard, Madeleine et Philippe sont venus pour leur dîner mensuel. J'avais préparé ses plats préférés, un bon rôti de bœuf aux pommes de terre rissolées, des carottes glacées au miel et une tarte aux pommes. Le même repas que je lui avais fait pour chaque anniversaire depuis ses 10 ans. Ils sont arrivés en retard. La poignée de main de Philippe était molle, ses yeux parcourant déjà la salle à manger comme pour en évaluer la valeur. Le marché est absolument fou en ce moment, a-t-il dit entre deux bouchées. Les maisons dans ce quartier partent pour plusieurs millions d'euros, tu peux le croire. Madeleine l'a poussé du coude, mais ses yeux avaient le même regard calculateur. Maman ne se soucie pas de l'immobilier, Phil. En fait, ai-je dit, posant ma fourchette, j'ai beaucoup pensé à la maison ces derniers temps. Leur attention s'est tournée vers moi comme des chiens de chasse flairant une proie. Oh. La voix de Madeleine a monté d'une octave. Pensant quoi? À l'avenir. J'ai pris une gorgée d'eau. À ce qui lui arrivera quand je serai parti. Philippe s'est penché en avant, n'essayant même pas de cacher son intérêt. C'est intelligent de planifier. Nous savons que c'est difficile d'y penser, mais... C'est tout ce que j'ai à vous laisser, ai-je interrompu. Tout le travail de ma vie est dans ces murs. Madeleine a tendu la main vers la mienne, ses doigts froids contre les miens. Maman, ne parle pas comme ça. Tu seras là pour des années. Mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux disaient, combien d'années? Je l'espère, ai-je dit. Mais à mon âge, avec ma santé. J'ai laissé la phrase en suspens, observant leur réaction. Philippe s'est éclairci la gorge. As-tu envisagé de mettre tes affaires en ordre? Juste pour être sûr? Phil. Madeleine a sifflé, mais il n'y avait aucun vrai reproche dans sa voix. Quoi? A-t-il défendu. C'est pratique. Mes parents l'ont fait quand ils ont eu 60 ans. J'ai hoché la tête lentement. En fait, j'ai rendez-vous avec mon notaire la semaine prochaine. Pour mettre à jour mon testament. Le changement d'atmosphère a été immédiat. Subtil, mais indéniable. Comme des requins flairant le sang dans l'eau. C'est très responsable, a dit Madeleine, sa voix maintenant mielleuse. As-tu besoin que je te conduise? À quand remontait la dernière fois qu'elle m'avait proposé de me conduire quelque part? 5 ans? Sexe? Ce serait charmant, ai-je dit, et j'ai regardé un sourire se répandre sur son visage comme de l'huile. Après leur départ, je me suis assise seule dans mon salon, mes mains tremblantes. La vérité ne pouvait plus être ignorée. Ma fille attendait ma mort. Mon gendre calculait la marge de profit sur mon décès. La maison que j'avais protégée pour elle n'était qu'une transaction en attente. Quelque chose s'est brisé en moi cette nuit-là. Pas mon cœur, qui se brisait lentement depuis des années. Non, ce qui s'est brisé, c'était mon illusion. Le fantasme que le sacrifice équivaut à l'amour en retour. Le mythe que les enfants chérissent ce que les parents saignent pour offrir. J'ai rappelé Viviane, près de minuit. Je veux savoir, ai-je murmuré au téléphone, les larmes coulant sur mon visage. Je veux savoir exactement ce qu'elle fera quand je serai partie. Que dis-tu, Ellie? Je dis, j'ai pris une profonde inspiration. Je veux disparaître. Juste pour un temps. Je veux voir ce qui se passera quand ma fille pensera que je suis morte. Le silence crépita entre nous. Puis Viviane a parlé, sa voix inhabituellement sombre. Ellie, c'est extrême. Elle est aussi de planifier des rénovations sur la maison de sa mère vivante, ai-je claqué. Puis, plus doucement, j'ai besoin de savoir, vive. J'ai besoin de voir son vrai visage. Viviane a soupiré. Et comment ferais-tu exactement pour y parvenir? Tu ne peux pas juste faire semblant de mourir. Mais même en disant cela, un plan se formait dans mon esprit. Un plan terrible, mais nécessaire. En fait, ai-je dit, je crois que si. Le lendemain matin, j'ai honoré mon rendez-vous avec Julian Roberts, mon notaire depuis 20 ans. Il avait géré l'abandon de mon mari, les successions de mes parents, et toutes les affaires juridiques depuis. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait Julian. Son bureau sentait le cuir et le papier, des odeurs réconfortantes dans un monde de plus en plus numérique. Julian lui-même semblait plus vieux que dans mes souvenirs, ses cheveux complètement argentés maintenant, les rides autour de ses yeux plus profondes. « Éléonore » m'a-t-il salué chaleureusement. « Ça fait trop longtemps. » Je me suis assise en face de son imposant bureau en chêne, mes mains jointes sur mes genoux pour cacher leur tremblement. « Julian, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'inhabituel. » Ses sourcils broussailleux se sont levés. Après 40 ans de pratique, très peu de choses me semblent inhabituelles, mais je vous en prie, continuez. Je lui ai tout raconté.
La freude de Madeleine. Les plans de rénovation. Mes soupçons sur ses vrais sentiments. Et enfin, mon plan désespéré. Je veux simuler ma mort, ai-je dit, les mots planant dans l'air comme de la fumée. Juste pendant un mois. Je veux voir ce qu'elle fera quand elle me croira partie. Julian a retiré ses lunettes, pinçant l'arête de son nez. Éléonore, je comprends votre douleur. Mais ce que vous suggérez est, eh bien, c'est une fraude. Est-ce le cas? Je ne réclame pas d'argent d'assurance. Je n'essaie pas d'échapper à des dettes. Je veux juste temporairement me retirer. Et faire croire aux gens que vous êtes décédé? Il y a des implications légales. Des certificats de décès. Des procédures de succession. Je me suis penchée en avant. Nous n'avons pas besoin d'aller si loin. Juste une disparition. Une présomption. Assez pour que Madeleine croie que je suis partie. Julian m'a étudié, ses yeux gentils mais préoccupés. Pourquoi vous infligez cela, Éléonore? Si vous soupçonnez déjà les motivations de votre fille, pourquoi vous imposez de les voir confirmées? La question m'a rendue silencieuse un instant. Pourquoi, en effet? Pourquoi ne pas simplement changer mon testament, la déshériter, en finir? Parce que j'ai besoin de savoir si je me trompe, ai-je finalement murmuré. J'ai besoin de savoir s'il reste quelque chose de la fille que j'ai élevée. Et si ce n'est pas le cas, j'ai besoin de le voir de mes propres yeux. Julian a superior profondement. Je ne peux pas vous aider officiellement avec cela, Éléonore. Mais, il a hésité, puis a continué, officieusement, en tant qu'ami, je peux vous conseiller sur la façon de temporairement disparaître de la circulation sans créer de problèmes légaux. Le soulagement m'a envahi. Merci, Julian. Ne me remerciez pas encore. Sa voix est devenue grave. Ce que vous apprendrez pourrait être pire que de ne pas savoir. Au cours des 2 semaines suivantes, Julian et moi avons élaboré mon plan de disparition. Le plan était simple, mais exigeait une exécution soignée. Je ferai un voyage pour rendre visite à ma cousine en Corse, une cousine qui était morte il y a des années, mais que Madeleine n'avait jamais rencontrée. Je l'appellerai de l'aéroport, lui dirai que j'étais arrivée en toute sécurité, puis je me tairai. Mon téléphone serait retrouvé dans une zone de randonnée isolée, suggérant un accident. Pas assez morte pour un certificat de décès, mais suffisamment disparue pour une présomption. Pendant ce temps, je reviendrai secrètement et resterai chez Viviane, dont la maison d'amis était cachée derrière de hauts tais. De là, je pourrais observer les actions de Madeleine par l'intermédiaire de Julian, qui l'informerait de ma disparition et veillerait sur mes affaires. 1 mois, ai-je dit fermement à Julian. Juste 1 mois pour voir la vérité. Puis je serai retrouvée, confuse mais vivante. Le jour est arrivé. J'ai fait une petite valise, choisissant soigneusement des articles que je ne regretterais pas de perdre. J'ai appelé un taxi plutôt que de laisser ma voiture à l'aéroport. J'ai embarqué pour un vol vers Ajaccio, puis j'ai immédiatement réservé un vol retour sous un nom différent, une précaution que Julian avait suggérée, utilisant mon nom de jeune fille sur une pièce d'identité temporaire qu'il avait aidé à organiser. De l'aéroport d'Ajaccio, j'ai appelé Madeleine. « Salut ma chérie, juste pour te dire que je suis bien arrivée. La Corse est magnifique à cette période de l'année. » « C'est bien, maman. » Sa voix semblait distraite. « Écoute, je me rends à une réunion. Je peux t'appeler demain? » « Bien sûr. » J'ai ravalé la boule dans ma gorge. « Je t'aime, Madeleine. » Une pause. « Je t'aime aussi, maman. Profite bien de ton voyage. » Ce seraient les derniers mots que ma fille entendrait de moi, pensait-elle. Je suis rentrée par un vol tardif, portant un foulard sur mes cheveux et des lunettes de soleil malgré l'heure. Viviane est venue me chercher dans sa vieille voiture break, son visage tendu par l'inquiétude. « Je pense toujours que c'est fou, » a-t-elle dit alors que nous roulions dans l'obscurité vers sa maison. « Mais je comprends pourquoi tu le fais. » Les 3 jours suivants ont été une agonie. Je suis restée cachée dans la maison d'amis de Viviane, sursautant à chaque appel téléphonique, me demandant quand Julian exécuterait la phase suivante de notre plan. Le 4e jour, il a appelé le téléphone fixe de Viviane. « C'est fait », a-t-il dit quand elle m'a tendu le combiné. « J'ai signalé que votre téléphone avait été retrouvé près du Mont Sainto. La gendarmerie vous a enregistré comme personne disparue. » J'ai informé Madeleine. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait s'arrêter complètement. Et comment a-t-elle réagi? Une hésitation. Elle a semblé préoccupée. A posé les questions appropriées. Elle prendra un vol pour Ajaccio demain pour parler à l'équipe de recherche et de sauvetage. Elle fait ça. L'espoir a vacillé dans ma poitrine. Peut-être que je me trompais. Peut-être qu'elle s'en souciait vraiment.
Éléonore, la voix de Julian s'est adoucie. N'y lisez pas trop. Elle fait ce qui est attendu. L'espoir affaibli, mais ne s'est pas complètement éteint. 2 jours plus tard, Madeleine est rentrée d'Ajaccio. Julian a rappelé. Elle a rencontré les autorités, a-t-il rapporté. Ils ont suspendu la recherche active faute de preuves. Elle a posé des questions sur les arrangements funéraires. Funérailles. Ma voix a monté. Mais je suis juste portée disparue. Ils n'ont pas trouvé de corps. Elle a fait pression pour une déclaration de décès présumé en raison de vos conditions médicales et des circonstances. Je lui ai conseillé que c'était prématuré, mais elle insiste. Le froid s'est répandu dans mes veines. Et la maison? A-t-elle mentionné la maison? Une autre pause. Elle a demandé la clé de rechange. Pour vérifier les choses, a-t-elle dit. Bien sûr qu'elle l'a fait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Avais-je créé ce monstre moi-même? Mes sacrifices avaient-ils appris à Madeleine que l'amour signifie utiliser les gens jusqu'à ce qu'ils soient vides? Le lendemain matin, Julian est arrivé chez Viviane en personne, le visage sombre. Éléonore, il y a eu un développement. Il s'est assis lourdement sur le canapé fleuri de Viviane. Madeleine a emménagé dans votre maison. Quoi? J'ai failli laisser tomber ma tasse de thé. Mais ça ne fait qu'une semaine. Elle a dit aux voisins qu'elle s'occupait des choses pendant cette période difficile. Sa bouche s'est tordue. Elle a également été en contact avec un expert immobilier. Viviane a juré à voix basse. Cette petite vautour. Je me sentais étrangement calme. La confirmation de mes pires craintes aurait dû me dévaster, mais au lieu de cela, j'ai senti une clarté froide se répandre en moi. Je veux voir, ai-je dit. Julian et Viviane ont échangé des regards alarmés. Absolument pas, a dit Julian. Si vous êtes vu, je ne serai pas vu. Je me suis levée, ma décision prise. Mais j'ai besoin de témoigner de cela de mes propres yeux. Pas par des rapports. Pas par des récits de seconde main. Vivian a Supplier. Comment comptes-tu faire ça, Ellie? Camper dans les buissons devant ta propre maison? Pas tout à fait. Je me suis tournée vers Julian. Les Durand d'Axe en grave côté. Ils sont en Côte d'Azur pour l'hiver, n'est-ce pas? Julian a hoché la tête lentement. Leur fils jette un coup d'œil à l'endroit chaque semaine, mais sinon c'est vide. Et ils m'ont donné une clé il y a 3 ans, quand j'ai commencé à ramasser leur courrier pendant les hivers. J'ai rencontré son regard fixement. De leur chambre à l'étage, je peux voir directement dans ma cuisine et mon salon. Éléonore. A commencé Julian. Une nuit, ai-je dit fermement. Juste une nuit d'observation. J'ai besoin de la voir dans cette maison. J'ai besoin de voir comment elle se comporte quand elle pense avoir hérité de ma vie. Ils n'ont pas pu me dissuader. Ce soir-là, Viviane m'a conduite au bout de ma rue, après la tombée de la nuit. Je portais un manteau sombre et un chapeau bas, bien que le déguisement fût à peine nécessaire. Personne ne chercherait une femme morte. La clé des Durand a tourné doucement dans la serrure. Leur maison sentait le renfermer, inhabitée. Je me suis déplacée prudemment dans l'obscurité jusqu'à la chambre à l'étage qui donnait sur ma propriété. Et là, elle était, ma maison de 42 ans, étincelante de lumière. Chaque lumière allumée, comme pour annoncer une occupation. Comme pour annoncer une victoire. J'ai installé une chaise près de la fenêtre et j'ai attendu. À 9h30, une voiture est entrée dans mon allée, la BMW élégante de Philippe. Quelques minutes plus tard, je les ai vus par la fenêtre de ma cuisine. Madeleine et Philippe, ouvrant une bouteille de vin. Mon vin. Les bouteilles coûteuses que je gardais pour les occasions spéciales. Ils riaient. Dans ma cuisine, buvant mon vin, ils riaient. J'ai levé une petite paire de jumelles, des jumelles d'observation d'oiseaux empruntées à Viviane. Maintenant, je pouvais voir leur visage clairement. Madeleine avait l'air radieuse. Plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Elle portait une nouvelle robe, ses cheveux fraîchement coiffés. Philippe continuait de gesticuler de manière expansive, comme s'il mesurait l'espace. Mesurant ma cuisine pour la démolition. Puis Madeleine a fouillé dans son sac et en a sorti des papiers. Même à cette distance, j'ai reconnu des documents immobiliers. Ils les ont étalés sur ma table de cuisine. La même table où j'avais aidé Madeleine à faire ses devoirs, où je lui avais appris à écrire des mots de remerciement, où je l'avais consolée lors de ses refus universitaires. Philippe a pointé quelque chose sur les papiers. Madeleine a hoché la tête avec enthousiasme. Puis ils ont trinqué et se sont embrassés, une célébration. Une célébration de ma mort. J'ai baissé les jumelles, mes mains tremblantes. La douleur était physique maintenant,
un écrasement dans ma poitrine qui rendait la respiration difficile. J'avais imaginé ce moment pendant des semaines, pensais être préparée. Je ne l'étais pas. D'autres mouvements ont attiré mon regard. Madeleine avait quitté la cuisine. Quelques instants plus tard, les lumières se sont allumées dans ma chambre. Ma chambre. J'ai relevé les jumelles. Elle ouvrait mon placard, sortant mes vêtements. De beaux vêtements. Des robes que j'avais gardées pour la messe, pour les occasions spéciales. Elle les a tenues contre elle, puis les a jetées sur le lit en un tas négligent. Une par une, mes possessions sont devenues des ordures entre les mains de ma fille. La boîte à bijoux que ma mère m'avait donnée. Les albums photos que j'avais soigneusement conservés. Même mon alliance, que j'avais laissée délibérément, tout a été examiné brièvement, puis jeté. J'ai regardé jusqu'à minuit. J'ai regardé comment il fouillait mon bureau, mes papiers personnels. J'ai regardé Philippe passer des appels, parlant avec animation, gesticulant vers mes murs, mes plafonds. J'ai regardé Madeleine essayer mes boucles d'oreilles en diamant, celles que je lui avais dit qu'elle aurait le jour de son mariage, et s'admirer dans mon miroir. Quand j'ai finalement quitté la maison des Durand, je me sentais vide. Eva D. Creusée comme un melon. Alors, a demandé Viviane quand elle est venue me chercher au coin de la rue. Elle vide mes placards, ai-je dit, ma voix monocorde. Elle essaie mes bijoux. Il planifie déjà les rénovations. Viviane a juré à nouveau, plus violemment cette fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Mais même en disant cela, quelque chose se durcissait en moi. Quelque chose de froid et d'inconnu. Quelque chose comme la justice. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de rapports de Julien. Madeleine avait contacté un entrepreneur. Madeleine avait commencé à déménager des meubles de ma maison, en donnant certains, en vendant d'autres. Madeleine avait dit à mes voisins qu'après une « période de respect », elle organiserait une vente de succession. Une période de respect. 2 semaines, apparemment. Elle a déposé des papiers pour être déclarée administratrice de votre succession, m'a dit Julien par-dessus la table de cuisine de Viviane. Normalement, cela prendrait des mois, mais elle fait pression pour une procédure accélérée en invoquant une nécessité financière. Nécessité financière? Ai-je répété. Elle gagne très bien sa vie au Crédit Français. Julien s'est agité inconfortablement. D'après sa déclaration, elle et Philippe sont considérablement endettés. Carte de crédit, principalement points. Et leur appartement est hypothéqué jusqu'au cou. Alors c'était ça. Pas seulement de l'insensibilité. Du désespoir. Ils avaient besoin de ma mort. Ils avaient besoin de ma maison pour se sauver de leurs propres mauvaises décisions. Combien de temps me reste-t-il? Demandai-je. Avant que le tribunal n'accorde sa requête. Quelques semaines, tout au plus. Mais Éléonore, nous avions convenu d'1 mois. Cela fait déjà 3 semaines. Je hochai lentement la tête. 1 semaine de plus, alors. 1 semaine de plus pour voir jusqu'où elle ira. La réponse arriva plus tôt que prévu. Dès le lendemain, Julien appela, sa voix tendue de colère. Elle organise une fête, dit-il. Ce soir. Chez vous. Une fête. Je serrai plus fort le téléphone. Quel genre de fête? Une soirée d'organisation successorale. Son dégoût était palpable. Elle a invité des amis pour aider à décider quels objets vous appartiennent, lesquels vendre ou jeter. Elle a envoyé des invitations, Éléonore. Des invitations imprimées, avec du champagne et des hors-d'œuvre. Le vide en moi avait disparu, remplacé par quelque chose de brûlant et dangereux. À quelle heure? Eleanor. À quelle heure, Julien? Il soupira. 19 heures. Mais vous ne pouvez pas sérieusement penser à... J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, l'interrompis-je. J'ai besoin que vous soyez là. En tant que mon avocat, pour vérifier la succession. J'ai besoin d'un témoin. Un témoin de quoi? De tout ce qui va se passer ensuite. Je passai l'après-midi à me préparer. Je me coiffai comme toujours, appliquai mon maquillage habituel et discret. Je mis ma plus belle robe, bleu marine à boutons de nacre, celle que je portais à l'église à Pâques. Pas de déguisement cette fois. Pas de cachette. Vivian me conduisit au coin de ma rue à 18h45. Des voitures bordaient déjà le trottoir, des véhicules de luxe appartenant aux amis de Madeleine et Philippe. La musique s'échappait de mes fenêtres ouvertes. Des rires. Le tintement des verres. Êtes-vous sûr de ça? Demanda Vivian, le visage pâle d'inquiétude. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Je lui serrai la main. Merci pour tout, Vive.
Rentrez maintenant. Vous n'avez pas besoin de faire partie de ce qui va se passer. Appelez-moi, insista-t-elle. Dès que ce sera fini. Je hochai la tête, puis sortis de sa voiture et parcourus le dernier pâté de maison jusqu'à ma maison. Ma maison. Chaque pas ressemblait à une reprise de possession. Du trottoir, je pouvais les voir à travers les fenêtres. Madeleine faisait la cour dans mon salon, gesticulant vers mon horloge grand-mère ancienne, mon vaisselier de famille. Des gens, un verre à la main, acquiesçaient, riaient. Une femme passait les doigts sur mon piano. Le piano pour lequel j'avais fait des heures supplémentaires pendant 1 an afin de pouvoir l'acheter, pour que Madeleine puisse prendre des leçons. J'aperçus Julian, debout, rigide près de la cheminée, son visage un masque de neutralité professionnelle. Nos regards se croisèrent à travers la fenêtre. Il fit un signe de tête presque imperceptible. L'heure était venue. Je montai mon propre chemin, puis les marches de ma véranda. La porte n'était pas verrouillée, bien sûr que non. Pourquoi verrouiller la porte de la maison d'une morte pendant une fête? Je tournai la poignée et entrai. Au début, personne ne me remarqua. La musique était forte, la conversation encore plus. Je me tenais dans mon propre rôle, un fantôme revenu, regardant des étrangers fouiller mes possessions. Puis Julian s'éclaircit bruyamment la gorge. Les conversations faiblirent. Les têtes se tournèrent. Madeleine était de l'autre côté de la pièce, brandissant les chandeliers en argent de ma mère devant une femme en robe rouge. Ceux-ci sont du 19e siècle, du côté de ma grand-mère. Philippe pense que nous devrions les vendre, mais Ces mots moururent sur ses lèvres en me voyant. Les chandeliers glissèrent de ses doigts, s'écrasant sur le parquet que j'avais poli à la main pendant des décennies. La pièce devint silencieuse. Quelqu'un haleta. Un berre se brisa. Le visage de Madeleine se vida de tout sang, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Elle eut l'air de vouloir défaillir. « Bonjour, Madeleine », dis-je, ma voix portant dans le silence soudain. « Belle fête. Je suis désolée d'être en retard. » Philippe laissa tomber sa coupe de champagne. Elle se brisa sur mon marbre italien, celui que j'avais mis 6 mois à payer en plusieurs fois. Les visages se tournèrent vers moi avec horreur. Certaines personnes que je reconnaissais comme des amis d'université de Madeleine, d'autres de parfaits étrangers invités à picorer ma vie comme des vautours autour d'une carcasse. « Maman. » La voix de Madeleine sortit comme un couinement. Sa main vola à sa gorge, ses doigts tremblants contre sa clavicule. « Mais tu étais morte ?» finis-je pour elle, faisant un pas de plus dans mon salon. « Quelle déception pour toi !» Le silence était magnifique. 20 personnes figées comme dans un tableau vivant, tenant mes possessions, buvant mon vin, mangeant des canapés sur les plateaux de service en